Salut à tous. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, épisode d'importance, puisque épisode 10 de Tatami Connexion. Épisode 10. Ça y est, on atteint une barre. Donc on va essayer d'être à la hauteur de cette barre pour cet épisode. Le thème, en plus, nous a été donné par quelqu'un, un abonné, qui nous écoute régulièrement et qui nous a mis sur cette voie. Donc c'est sympa parce que ça fait longtemps qu'on vous dit que si vous avez des idées de thèmes, ou des idées de sujets à traiter, de nous les communiquer parce que ça nous permet nous aussi de pouvoir faire évoluer le concept et puis parce qu'on se veut être représentatif de ce que les gens pensent dans leur club, les discussions de vestiaire, etc. Oui. C'est vraiment notre esprit, donc c'est pour ça, faut surtout pas hésiter à vous aussi laisser un commentaire. Là, c'est un commentaire qui était sur la vidéo du Sub Only sur YouTube. Donc voilà, très intéressant. Il y avait beaucoup de points à aborder sur son commentaire. Sur son commentaire, oui, tout à fait. Merci mon petit Rolly. De sur ce commentaire, on le traitera, en fait, on le reprendra sur d'autres sujets. Maintenant, voilà, on s'est basé sur ce qui faisait vraiment le plus gros pavé de ce commentaire, qui était sur les méthodes d'entraînement. Donc, quelle méthode d'entraînement choisir? Il y a de la technique, il y a le combat à thème, il y a les drills. Quelle voie choisir? Chaque académie. Les avantages, les inconvénients de chaque méthode. Ouais, c'est exactement ça, d'évoquer un petit peu, parce que on va pas se mentir, tout est bon, tout est mauvais, enfin rien n'est mauvais entre guillemets, tout est bon. Maintenant, en fonction du public, en fonction du profil des élèves, bon, et en fonction des objectifs aussi. On peut voir que il y a certaines méthodes qu'on peut privilégier, d'autres moins. Donc on va essayer d'aborder ça de la manière comme d'habitude, la plus franche possible, et puis d'essayer d'être le plus cohérent possible dans notre analyse, et en espérant que vous vous retrouverez là-dedans. Donc voilà, on peut voir qu'avec le temps, les méthodes d'entraînement, elles évoluent. Comme on disait, elles ont tout du positif et du négatif, tout dépend de ce qu'on veut. Donc par exemple, un compétiteur amateur ou un compétiteur pro ou encore un loisir ne peut pas s'entraîner de la même manière. Déjà, ils n'ont pas la même charge d'entraînement, donc. C'est ça. Effectivement, un compétiteur amateur va s'entraîner, peut-être une fois par jour, et encore. Oui, il y en a qui s'entraînent. Une fois par jour, c'est beaucoup déjà. C'est déjà beaucoup. Oui, non, mais c'est déjà beaucoup. Mais ouais, on va dire au minimum 3 fois par semaine. Pour un compétiteur amateur, c'est pas mal. Un loisir va s'entraîner entre guillemets, parce qu'il y a des loisirs qui sont vraiment passionnés, qui vont s'entraîner plus, mais en moyenne, un loisir s'entraîne entre une et 3 fois par semaine. Et un compétiteur pro, lui, va s'entraîner au minimum tous les jours et au maximum 2 à 3 fois par jour. Ouais. On compte dans les 2 à 3 fois par jour aussi les prépas physiques, il n'y a pas, oui, parce que tout ça, c'est des éléments justement de la réussite d'un compétiteur. Donc bien sûr, en fonction du nombre d'entraînements, déjà la première chose qu'on peut voir, c'est en fonction du nombre d'entraînements qu'on a dans une semaine, on ne peut pas tout caler, quoi. On ne peut pas faire de la prépa physique, faire du drill, faire de la technique, faire du sparring à thème. Les heures d'entraînement, en moyenne, un cours c'est 1h30, 2 heures. C'est pas extensible. Quand on compte l'échauffement, déjà on perd entre 20 minutes et une demi-heure. On peut optimiser les choses, on en parlera tout à l'heure. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai noté. Maintenant, effectivement, au bout d'un moment, on peut pas tout faire. Il faut faire des choix à faire. C'est ça. Donc commençons justement par l'échauffement. L'échauffement important, on le sait, c'est ce qui évite les blessures, c'est ce qui prépare le corps on va dire à l'intensité physique qu'il y aura dans l'entraînement. Donc c'est important. Dans cet échauffement, souvent, il y a certains coachs qui veulent caler une prépa physique. Surtout quand on n'a pas la chance d'avoir plusieurs créneaux et d'avoir des créneaux dédiés à cet effet. À la prépa physique. À la prépa physique, exactement. Il y en a qui décident de faire des prépas physiques durant l'échauffement. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que c'est utile? Déjà, le temps est court, pour moi. Ouais. Personnellement, voilà, on va dire que sur un cours de 2 heures, sur l'échauffement, on va consacrer peut-être 30 minutes. Et encore, pas forcément tous les clubs. Il y en a qui vont moins, il y en a qui... Plus, c'est rare. Hein. Plus, c'est rare. Moi, j'ai connu. Et
je trouvais ça contre-productif et puis ça irritait un petit peu les gens. Bah ouais, en fait, tu viens pour tourner, enfin pour apprendre de la technique, C'est pas ça. pour faire du crossfit ou autre. C'est ça. Et je m'étais fait la réflexion, et j'avais fait la réflexion à l'époque, j'avais dit, je suis pas là pour devenir ceinture noire Ah, mais de prépa bah oui. physique, Bah je suis oui. là pour devenir ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, donc, même dans d'autres disciplines, et parce que j'ai fait pas mal de disciplines, et j'avais retrouvé ça aussi dans un autre style qui était le Kali à l'époque, où le coach faisait vraiment une prépa physique de dingue, mais c'était poussé à l'extrême, parce que lui avait un physique qui était énorme. Alors, je veux bien, c'est important, mais effectivement, comme tu dis, je pense que les gens qui viennent se détendre après le travail, pour un loisir par exemple, Même au-delà de ça, on fait un sport de précision quand même, où il faut être concentré, apprendre une technique, une nouvelle technique, déjà c'est pas facile pour tout Oui. le monde. Si on fait une prépa physique ultra dure avant, je pense qu'au moment de la technique, il n'y a plus rien. Niveau concentration, niveau Ouais. attention, ouais. on perd tout. Alors, niveau concentration, niveau attention, et niveau aussi précision. Parce que quand on est cramé par un échauffement qui est beaucoup trop dur, une prépa physique qui est beaucoup trop dure, qu'on a les membres pleins d'acide lactique et tout ça, forcément, ça va pêcher sur la précision technique. Ah oui, mais c'est clair. Donc, je dis pas que c'est pas inintéressant quand on veut stresser un corps pour apprendre à la personne à tourner, par exemple, en étant dans le rouge et à savoir s'adapter. C'est pas inintéressant. Mais ça peut pas être tout le temps et tous les jours et à chaque cours. Et en plus de ça, comme on disait, il y a plusieurs publics. Un public loisir, par exemple, travailler sous stress, enfin sous stress musculaire, ça a peu d'intérêt. Ouais. Ça a vraiment peu d'intérêt. Ça a de l'intérêt pour un compétiteur, et un compétiteur vraiment voilà, qui Et se sur un prédestine cours à un particulier. gros niveau. Voilà. Pas quand on va apprendre quelque chose de nouveau. Mais pas quand on va apprendre quelque chose de nouveau. Déjà que je reviendrai là-dessus quand on parlera de la technique tout à l'heure, mais l'attention de n'importe qui, on le sait, elle n'est que de quelques dizaines de secondes. Donc, et on le voit quand on montre une technique ou quand on observe quelqu'un qui montre une technique, il suffit juste de regarder un petit peu. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu autour de vous, c'est que vous aussi vous avez perdu votre attention. Mais il suffit juste de regarder un petit peu le regard des partenaires d'entraînement. Et vous ferez attention que le début de la technique, la première fois qu'elle est montrée, tout le monde regarde. Dès que ça dure un peu trop en longueur sur une même technique ou que on répète plusieurs fois la technique, il y a des regards qui partent à droite à gauche, qui sont dans le vague, des gens qui commencent à chahuter un petit peu, à discuter. Et si le prof ne repère pas et ne recadre pas, quand je dis recadrer, je dis pas sanctionner, je dis recadrer, dire attention, tu perds ton attention. La personne part dans le vague et donc la suite des explications finalement complètement. Elles servent qu'à 2-3 personnes qui arrivent à garder leur intention, mais sinon le reste ils sont perdus et donc et on le voit d'ailleurs au moment où ils reproduisent la technique parce que il manque des détails. Il manque des détails, c'est ça. Et puis souvent ils reposent la question de ce qu'on a montré quand on l'a remontré une deuxième fois. Donc voilà, l'attention elle est déjà faible. Si en plus la personne elle est encore sur le coup de sa prépa physique qui est beaucoup trop dure, là ça devient compliqué. C'est compliqué. Ouais. Donc moi dans l'idée je me dis bon allez, quitte à faire de la prépa physique, autant le faire sur du thème, sur du spécifique à l'entraînement, qui préparera en fait à la technique. Donc par exemple des drills très courts et très simples, qui seront pas propres du tout, enfin qui seront pas précis, mais qui permettront de mettre en place la technique d'après. Que ça soit en lutte, ça peut être un travail de sprawl, arraché ou des trucs comme ça. Mais il faut pas que ça soit très long. De toute façon, il faut pas oublier qu'on enseigne une discipline, quelle qu'elle soit. Que ce soit le jiu-jitsu brésilien, le MMA, que ce soit la boxe, que ce soit n'importe quoi. On n'est pas préparateur physique. Bah en fait c'est ça. J'allais y venir. Ouais. J'allais y venir. Souvent en prépa physique ce qu'on voit c'est des circuits training. Oui. Quasiment ça, c'est devenu la norme. Le crossfit avec la mode du crossfit. Ouais, avec la mode du crossfit. On pose plein d'ateliers et on tourne sans vraiment savoir si c'est bénéfique. Parce qu'on n'est pas préparateur physique. Ça se trouve c'est contre-productif complètement avec ce qu'on va faire ensuite. Oui. Donc voilà, vaut mieux se baser sur du spécifique pour moi. Ou alors faire un cours où on fait que le circuit training.
Oui, voilà, c'est-à-dire que si on a la chance d'avoir plusieurs créneaux, Voilà. c'est d'avoir Ou à un l'extérieur, jour- voilà. Voilà, enfin, oui, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, de se caler. Hors des cours de notre discipline, si Ouais. on peut avoir un... C'est de se caler, se caler un entraînement. 1 à 2 jours par semaine où en Ouais. équipe on fait de la prépa physique. Après, il y a des clubs hein, qui choisissent de prendre des vrais préparateurs. J'ai vu, là il y a un truc qui est très à la mode en ce moment, qui commence à percer. Alors attends, c'est où? C'est à la Gracie Barra Paris, je crois. Ils ont des mecs qui font de la prépa physique mais avec de l'électrostimulation. Et J'ai pas vu ça. t'as pas vu? Non. J'ai quelques personnes là que je suis sur Insta et tout ça qui partagent comment dire enfin sur leur story leurs entraînements et puis je crois que c'est Jujit, c'est une Ouais, espèce c'est ça. de chaîne YouTube ouais, C'est ça. de la Gracie Ils font un Barra. podcast aussi. Et ils font un podcast, ouais. Et ils ont une chaîne YouTube et ils ont fait un sujet sur ces préparateurs physiques parce que c'est dans leur club de toute façon. Et donc voilà. Et là, on est sur du spécifique. Les mecs travaillent sur les faiblesses des gens parce que un préparateur physique, il va préparer à la discipline, mais il va préparer aussi à ce qui te manque et ce que tu as besoin, toi, dans ta façon de pratiquer. Mhm. Si tu as besoin de plus de force, si tu as besoin de plus d'endurance musculaire, si tu as besoin de... Il va arriver et il va s'adapter à ça, à ce qu'il a vu et à tes objectifs. Rares sont les coachs de n'importe quelle discipline qu'on pratiquera qui ont un véritable diplôme et une véritable expérience dans la prépa physique. Oui. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et tiens, ça va être une parenthèse aussi. Et ça, En fait, les coachs vont reproduire ce que leurs coachs leur ont fait. C'est Alors ça. ça a peut-être marché sur eux, Oui, mais pas forcément sur les élèves. On Oui. sait qu'en prépa physique, voilà, on est tous différents. Il y en a qui vont prendre plus de masse que d'autres. Il y en a sur des exercices, ils vont prendre du volume. Il y en a, ils vont sécher. Il y en a. C'est trop aléatoire. Oui. Il faut vraiment se baser sur l'athlète. Donc, il faut un préparateur physique. voilà. Alors, on fait du général, hein, de toute On façon. fait du général. On fait du général. Après, faut pas pour un loisir, un loisir et puis un compétiteur amateur, du général, ça suffit largement. Ça suffit largement. Mais dès qu'on veut être pro, là, par contre, il faut vraiment quelqu'un de spécifique et dédié à ça. Maintenant, voilà, c'était la parenthèse que je voulais. C'est justement pour les élèves qui nous écoutent. Quand vous venez voir votre coach en lui disant tiens, qu'est-ce que tu me conseilles parce que j'ai besoin de travailler ça, nanani, nanana, en termes de prépa physique, ou encore j'ai telle blessure, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est sûr qu'avec l'expérience, on a rencontré pas mal de choses et donc on peut se permettre de répondre donner à des certaines petits questions conseils, et donner des conseils. Mais on n'a ni fait médecine, on n'est pas kiné, on n'est pas ostéopathe, on n'est pas préparateur physique forcément avec un vrai diplôme qui l'atteste. Donc voilà, ne soyez pas trop en demande sur certaines choses parce que voilà, au bout d'un moment, ça peut mettre un prof en porte-à-faux, si surtout quelqu'un qui ne saurait pas dire que, enfin Qui ne sait pas. ouais, qui ne sait pas, parce que ça arrive, hein, il y en a certains qui ont peur de se décrédibiliser en disant qu'ils n'ont pas la réponse. Mais voilà, soyez sympathique avec vos coachs. Posez pas trop de questions, à moins que la personne soit vraiment en capacité de répondre et avec une véritable formation. Mais en tout cas, voilà. Après, le truc, ce qu'on disait, c'est sur l'échauffement, quand la prépa physique, elle est un peu trop longue, bah, c'est pour, je pense à tous les loisirs qui eux, viennent, effectivement, pour se forger un corps, pour transpirer et tout ça, mais qui viennent aussi pour se détendre après leur travail. Et ça, je reviendrai, ça sera un petit fil rouge pour moi, parce qu'on pense, dans un club où il y a des compétiteurs, on pense plus souvent aux compétiteurs qu'aux loisirs. Alors qu'ils composent que 5% du club. Dans la majorité des clubs, ouais. Et le souci, c'est que ok, le résultat compte. Les résultats en compétition, ça fait de la communication, ça fait, ça donne une prestance au club et une image au club. Et puis tout le monde, du compétiteur au loisir, tout le monde est fier d'être dans ce club-là quand il y a des résultats. Mais un loisir qui va faire une prépa trop longue ou qui va faire, j'en parlerai après sur les thèmes, les exercices à thème par la suite, que si c'est trop long, vous allez le perdre. Vous allez le perdre dans sa pratique, vous allez le perdre, il va lâcher l'affaire parce qu'il va pas se reconnaître dans ce type d'entraînement, dans ce qu'il cherche dans l'entraînement.
Donc il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu pour tout le monde. Et dans la prépa physique, de l'échauffement, enfin c'est même pas de l'échauffement parce qu'on peut pas. Là je suis en train de faire une grosse erreur. Prépa physique et échauffement sont deux choses différentes. Mais Non, on dit que souvent on l'intègre. On intègre la À ce prépa moment-là. physique dans l'échauffement C'est parce ça. qu'on n'a pas le choix en fait. voilà, si c'est trop long, au bout d'un moment vous allez perdre la personne. Ouais. En plus de ça, plus vous allez faire une prépa physique longue et plus vous allez rogner sur l'échauffement. Et le problème c'est que quand vous allez monter trop vite en intensité, C'est ça. vous risquez d'être contre-productif, quoi. Parce que ça peut créer des blessures. Je le sais parce que je l'ai fait en tant que On le coach. sait tous. On l'a tous fait. Et j'ai eu des fois des blessures bêtes, mais vraiment bêtes, parce que quelqu'un qui revenait le cours d'après parce qu'il avait mal, je sais pas, une déchirure, peut-être pas de déchirure musculaire, mais une elongation, des trucs comme ça, parce qu'on serait montré, surtout en début de saison, trop vite, trop tôt. Bah, Et, moi, ça me faisait surtout des blessures d'usure, Oui, c'est ça. tendinite, etc. Ouais. Tu vois, sur le coup, ça va, mais à force de suivre ce rythme, Ouais. au bout d'un moment, ton corps il dit stop. C'est ça. Et des fois, il vaut mieux un échauffement doux et après faire du spécifique, comme je disais, en drill ou ce genre de choses. Ça permet de préparer le corps en plus vraiment à la discipline. Et au moins, on monte gentiment dans la Moi, dans la j'aime bien pratique. tout ce qui est forme de corps en échauffement. Ouais, J'aime bien. ouais. Ça permet de déverrouiller un peu ses hanches, etc. De faire ce qu'on va faire en combat finalement. C'est ça. De mettre Un le corps dans rythme plus bas. C'est ça. Dans les conditions de l'entraînement. Donc voilà, en tout cas sur l'échauffement et la prépa physique, voilà ce qu'on peut dire, entre guillemets, faut voir, c'est à voir. Mais en tout cas, on vous a donné notre avis avec l'expérience qui est la nôtre sur le fait d'avoir un peu fait toutes les manières de faire, entre guillemets. Ouais. Donc, parce qu'on a fait les grosses prépas. Moi, je me souviens, sur des cours sparring, je faisais prépa physique suivi de sparring. Et je sais que les gens pendant les sparring, c'était vraiment une catastrophe. Et même moi, avec la prépa physique, je savais que je pouvais rien faire. Je tenais pas tous les sparring. Je me trouvais nul. Ça cassait moralement. En fait, C'était pas bien. il y a juste à regarder les pros pour savoir ce qu'il faut faire, entre guillemets, parce que c'est eux qui font la chose la plus optimale. Et ils séparent leur entraînement de la préparation physique. Ouais. En général, ils font prépa physique le matin, ou le soir, peu importe. En général, ce que je vois, moi, c'est ils font le matin, Ouais. et le soir, ils reprennent leur entraînement classique, technique, combat, etc. Ouais. Donc c'est qu'il y a quand même une raison. Ouais. Pour être performant sur les deux, sur la technique, le combat et la prépa physique, il faut les séparer. C'est ça. Tout en faisant un peu de général pour les gens qui n'ont pas C'est la pas chance toujours de pouvoir possible, voilà, s'entraîner bien sûr, à côté. bien Voilà. sûr. Il faut faire quand même de la prépa Sans générale. rentrer mais sans rentrer dans le détail. dans la performance. Ouais. Donc voilà. Ensuite, la deuxième phase qu'on peut voir, c'est la technique. Hein. La technique. La technique, pour moi, c'est un grand oui. Il faut faire de la technique, c'est important. C'est important pour moi de donner beaucoup de détails. Je vois trop de gens qui font des techniques vraiment où ils montrent la technique grossièrement. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les détails eux-mêmes, parce qu'on leur a pas montré, ou est-ce que parce qu'ils pensent que justement l'élève Moins ne il va pas donne de retenir. détails, mieux Ouais. c'est. Ouais, et qui va pas retenir tous les détails, mais une technique qui est faite sans les détails, quand il manque un détail, la technique elle rate. Ouais. Ça va passer en débutant, en début d'intermédiaire, et dès qu'on va atteindre un certain niveau, si vous n'êtes pas carré sur chaque détail de la technique, ça passera pas. Parce que le mec aura déjà une réponse à tout, donc si on verrouille pas tout, ça passe pas. Donc pour moi, il faut mettre beaucoup de détails dans une technique, mais pas d'un coup. C'est-à-dire que les techniques, quand on regarde des vidéos YouTube qui durent un quart d'heure, où ils expliquent un mouvement sur un quart d'heure avec des détails dans tous les sens, On lâche. Seuls les grands passionnés vont arriver et vont regarder jusqu'au bout. Ouais. Et encore. C'est compliqué. J'estime qu'on est grands passionnés et c'est rare que je regarde une vidéo d'un quart d'heure. En général, une vidéo que je regarde technique, si elle dure plus de 5 minutes, déjà, je suis même pas sûr de cliquer dessus déjà. Ouais. Alors que c'est intéressant, hein. Les Mendes, ils font des vidéos d'un quart d'heure. C'est sûr que si vous voulez voir spécifiquement un détail sur quelque chose qui est maîtrisé, alors ouais, vous allez le faire une fois, mais bon, c'est rare. Et comme on disait, sur le quart d'heure, vous allez passer un quart d'heure à regarder, vous allez passer quoi, 2-3 minutes à regarder la technique, et puis le reste à regarder ce qui se passe autour. Vous aurez des absences. C'est ça.
Je me remets dedans, je ressors. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, je suis pour peut-être décortiquer la technique, c'est-à-dire la découper en séquences. Ouais. De toute façon, par expérience, 1 à 2 techniques par cours, c'est largement suffisant. Ouais. En fonction de la difficulté de la technique. Ça aussi, pour moi, c'est une erreur que je vois et que j'ai faite aussi dans mes cours. Quand j'ai commencé à donner des cours, c'est de vouloir donner trop de techniques. Ouais. Et les gens se perdent. C'est ça. Et de toute façon, ils vont en retenir 1 à 2. Bah c'est ça. C'est ça. Bah, c'est un peu ce qu'on disait quand on parlait des stages sur le podcast. Ouais. On disait les stages où on voit trop de techniques et finalement on en retient quoi, 1 ou 2. Ouais. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux décortiquer une technique. Et sur un stage, on disait que c'était pas très grave, parce qu'après, on allait retenir les techniques qu'on voulait. Et puis en plus, certains allaient en retenir d'autres. C'est ça. Mais quand c'est dans le club, là, pour le coup, on a toute une saison pour travailler. Ouais. Et ne nous mentons pas, sur une saison, on verra pas tout. Ouais. Ça aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais j'ai pas abordé cette technique, ah, j'ai pas abordé cette phase, ah, j'ai pas abordé ci. » Et c'est normal. C'est normal. De toute façon, à moins d'avoir des créneaux toute la semaine, si vous avez 2 à 3 créneaux par semaine, vous ne pourrez pas voir l'entièreté du panel technique du grappling, du jiu-jitsu brésilien ou du MMA ou n'importe quoi sur une saison. C'est impossible. C'est impossible. On reste des humains et puis voilà. Et puis après, il y a des jours fériés, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des choses qui font que de toute façon, ça va réduire encore votre temps de pratique. Il y a 52 semaines par an. Il y aura des absences, forcément. Vous serez absent certains cours. C'est ça. Moi, ça m'arrive jamais. Mais en tout cas, voilà, vous ne pourrez pas tout montrer. Donc, sélectionnez et découpez. Essayez de voir un maximum. Le jeu du jiu-jitsu brésilien est trop large de toute façon. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, tout voir, c'est compliqué, oui, c'est clair. Oui, et puis quelqu'un qui veut vraiment tout voir, il ira s'informer, lui, de son côté. Il ira sur YouTube. On a vraiment des outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir vraiment cette faculté de pouvoir aller chercher des techniques un peu partout. Donc moi, je conseille aux gens d'aller piocher, surtout quand ils ont un style spécifique, enfin, en tout cas qu'avec le temps, ils s'affinent, je sais pas, moi, il y en a un, ça va être la guillotine, il y en a un, ça va être la queue de cheville ou ce genre de choses. Je lui dis d'aller voir sur YouTube, de taper les mots-clés, et puis de revenir après vers moi, en coin de tapis, pour voir un détail. Mais oui, non, je peux pas faire pour un tel de la clé de jambe toute une saison et puis de la guillotine toute une saison pour un autre, et puis ça serait contre-productif parce qu'il faut tout voir, aborder un maximum de choses, quoi. Exactement. Donc découper en séquences, je m'explique. Ça serait début, l'entrée de la technique, juste ça. Par exemple, je dis une bêtise. Je vais faire renversement, passage, soumission. Voilà, on fait une séquence complète. Bon, on va voir le renversement. Puis après, on va voir le passage. Et puis après, on va voir la soumission. Et attention aux élèves qui vont tout de suite... parce que si vous avez tendance à montrer toute la séquence et après à la décortiquer, il y en a qui vont essayer de tout faire d'un coup. Parce qu'il y a toujours un petit malin qui va essayer de faire ça plus vite que les autres. Ou qui va essayer de tenter une soumission au passage, ou qui va dire « Ah, bah non, dans ce cas-là, je peux faire ci, je peux faire ça ». Essayer de les recadrer pour vraiment qu'ils s'attardent sur les détails de ce début de séquence. Ouais. Et tu vois, moi, je suis plus pour juste le renversement. Sans enchaîner le passage et la soumission. Bah, c'est vrai que je le fais rarement, mais tu sais, si jamais il y a... Le renversement et voir... parce qu'il y a toujours, voilà, si le mec fait ça, qu'est-ce que je fais ? Oui. Je serais plus sur ça. Ouais. C'est ce que j'ai fait hier. Voilà. Le mec se contredit. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est je fais. Si le mec réagit comme si, je fais ça. S'il réagit comme ça, je fais ça. Voilà. Ça, j'aime bien. Ouais. Oui, parce qu'au moins, il y a un cheminement. En fait, l'idée, c'était ça, mais c'est parce que c'est plutôt dans un... Oui, pour décomposer, pour expliquer comment tu décomposes. Mais effectivement, je dis une bêtise, mais voilà, garde papillon.
je pars sur mon renversement de la garde papillon. Si la personne se décale, eh ben, comment je vais le suivre pour pouvoir Pour continuer mon continuer, mouvement s'il se met sur ses pieds, comment je repars, etc. de l'autre côté, de telle ou telle manière. Si jamais il vous tasse, comment reprendre de la distance pour pouvoir encore le renverser. Voilà, et vraiment s'attarder sur chaque point et montrer des détails sur chaque point. Chaque point et rester... un exemple, voilà, tu parles de la garde papillon. Si on fait la garde papillon là, on reste un petit moment sur la garde papillon. Oui. Ne pas passer de choses qui n'ont rien à voir en fait. C'est ça, avoir une cohérence et une continuité dans l'enseignement. C'est pas aujourd'hui je fais de la garde papillon, demain je fais je sais pas de la montée, tu vois, je suis en montée et j'attaque en montée. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ah oui, non mais ça je suis complètement d'accord. D'ailleurs, j'essaye moi de découper mon cours sur l'année, sur la garde, après la demi-garde, après avec à chaque fois renversement, passage, soumission. Et Au-dessus, en dessous. au-dessus, en dessous, bien sûr, au-dessus, en dessous. Et puis après, on passe. Alors ça dure quelques semaines. Puis après, on passe sur la demi-garde. Puis après, on passe sur la montée. Puis après, on passe sur la latérale. Et Toutes les encore, positions de base. toutes les positions de base, surtout pour les débutants, les fondations. De toute façon, il faut avoir des bonnes fondations. Et pas au gré de ce que j'aurais vu dans la semaine, me dire bah tiens, je vais leur montrer ça. Mm. Parce que ça, c'est un problème qu'on voit aussi souvent. C'est on voit une évolution technique. On a un programme, en fait, au début de l'année, pour les plus, comment dire, Carré. les plus carrés, ils vont faire un espèce de programme qui va durer, voilà, il découpe sa séance, sa saison sur plusieurs séances. Et puis, d'un coup, il y a un mec qui va sortir une technique. Et puis, tu vas arriver au cours, tu vas dire, bon, j'avais prévu ça, mais finalement, il y a cette technique qui marche bien, je vais vous la montrer. Et Ouais. ça, Mais c'est ça, tentant le des piège. fois. hein. Mais c'est tentant. C'est tentant. Des fois, tu vois un truc de ouf, tu te dis, faut que je le monte tout de suite, tu vois. C'est ça. Mais est-ce que tu peux le montrer Après, à tout honnêtement, le je monde le fais avec les plus anciens. C'est ça, voilà, c'est ce que j'avais, voilà. Les Est-ce que plus tu peux le anciens. montrer à Et tout le si monde en plus ça va dans son jeu, que je vois quelque chose qui va dans le jeu d'un de mes élèves, je lui montre à part. C'est ça. Bah ça, je suis pour ça, ouais. Ouais. De lui montrer sur un coin de tapis ce mouvement spécifique. Après, il y aura toujours des gens qui vont regarder et qui vont l'assimiler parce qu'ils vont la regarder du coin de l'œil. Mais effectivement, une fois qu'on a lancé le cours, le créneau, le truc, bon, on peut montrer rapidement, tiens, dans cette position-là, tu peux faire ça. Il le travaille une ou deux fois. Bon, même si il faudra qu'il le répète plusieurs fois parce que pour assimiler une technique, il faut l'avoir 1000 fois. C'est Bruce Lee qui disait qu'il fallait faire 1000 fois une technique pour commencer à l'assimiler. Donc, Moi, une fois, ça suffit. oh, mais toi, t'es un génie, c'est pour ça. N'ayons pas peur de le dire. Vous savez pas, mais les futurs champions du monde, Bientôt. bientôt. Inch'Allah. J'allais le dire. Donc, en tout cas, il faut vraiment découper les séquences, mais attardez-vous sur les détails. Les détails d'une technique, c'est vraiment très important. Ouais. Donc, Et je vous donne un petit truc pour les profs. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Toutes les techniques que je montre, on les filme. On a créé un groupe Facebook ouais, avec tous les membres du club et on les poste. c'est pas mal ça. Comme ça, ils peuvent les revoir. Pour Ouais. ceux qui sont absents, ils les voient aussi. Parce que Ouais. souvent, on a un élève qui, je sais pas, moi j'ai des jeunes, ils sont à l'école, des fois ils passent le bac, là ils pouvaient pas tout le temps être là. Ils oublient des cours, ça évite de remontrer ce qu'on a fait, au moins ils voient ce qu'on a fait. Ouais. Et je pense que c'est intéressant de faire ça. Même pour ceux il y en a qui ont besoin de revoir plusieurs fois, au moins ils ont accès à tout ce qu'on a fait sur l'année. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un peu le système que fait Samir Ben Saïd, là, avec son 365 techniques. Oui, c'est un peu ça. Mais là, bon, c'est fermé, c'est vraiment pour les Oui, membres du club. mais le concept c'est- est un peu le même. Un peu le même, sauf que lui, bon, c'est un objectif qui s'est filmé, mais qui s'est Qui s'est fixé. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas mal, ça je le fais pas. Je filme de temps en temps des techniques Et à c'est part, intéressant. mais c'est vrai que c'est pas mal. Après, il faut avoir quelqu'un qui filme. Il faut avoir quelqu'un qui filme. Faut avoir quelqu'un qui... Parce que en fait, la le- technique, je la fais plusieurs fois sans être filmé. Ouais, et tu la filmes une fois. Et après, je la filme une fois à la fin, quand ils l'ont bien compris. Ouais, parce que la personne Parce que la personne qui filme n'est pas concentrée, Ah, c'est ça. évidemment. Par le prisme du téléphone, c'est Donc, pas ce que je viens de dire. Par le prisme du téléphone, en fait, t'es tellement Non, quand concentré tu regardes sur le ton téléphone, cadrage, tu regardes pas la c'est technique. ça, t'es concentré sur ton cadrage et pas sur la technique que tu filmes. Non, c'est sûr. Donc oui, effectivement. Et il y a un autre point sur la technique qui moi, me paraît important, c'est la crédibilité dans le travail. C'est-à-dire Et ouais,
Parce que ça, c'est une notion qui vaut son pesant d'or. Quand deux élèves font la technique, vous allez remarquer souvent qu'il y en a toujours un qui va se laisser faire, qui va se laisser chuter, qui va se laisser... qui suit pas le mouvement, qui est pas qui met pas réaliste, entre guillemets. Le peu de résistance, parce que attention, il faut pas résister, c'est pas un sparring, il faut laisser la personne... Parce qu'il y a l'inverse aussi. Il y a le mec qui est tout dur et qui ah ouais, tu peux pas. Non, ça rend dingue parce que le mec, en fait, il pourra pas travailler. Et après, il vient me voir et me dit ça marche pas. Ah oui, mais prends le temps de savoir te placer. Et le problème, c'est que le mec, plus il va te bloquer, plus il va essayer de te contrer. Et plus toi, tu vas faire de la merde, n'ayons pas peur de le dire, et moins tu auras le détail qui fera que ça marchera. Mais à l'inverse, il faut pas non plus que la personne laisse être en mode caoutchouc. C'est ça. C'est horrible ça. Ah oui, tu lui tiens à peine le pied, boum, la personne, elle est tombée. Non, mais des fois, tu renverses, le mec doit atterrir, je sais pas, en turtle, et finalement, il atterrit à plat ventre. C'est ça. Et tu te dis, mais pourquoi il atterrit à plat ventre? Mais parce que le mec, c'est aucune résistance. Enfin... Et il croit te rendre service. Ouais, mais non. Et toi, en plus, tu crois savoir faire la technique. Et quand tu arrives en combat, bah, tu ne sais pas la faire. Et ça, faut faire attention à ça. La crédibilité dans la technique. Quitte même à, au début, laisser les gens faire, et après leur dire, voilà, résister à 10%. Vraiment spécifier à la personne qui subit la technique de résister un petit peu à 10%, mais vraiment pas fort, hein, mais juste pour que il y ait une part de réalité, entre guillemets. Souvent même ce que je fais, moi, je leur dis, surtout sur des techniques qui peuvent se décortiquer en plusieurs mouvements, 1, je soulève, 2, je ceci, 3, nanana, où on peut vraiment séquencer la technique, je leur dis, voilà, dans chaque séquence, essayez gentiment de trouver une faille. Ouais. Et ça, c'est important. Alors, pas sur un truc qui se fait à la volée, ça marche pas, ça n'existe pas, parce que tout se joue sur la surprise que tu vas créer dans ta technique. Mais sur des mouvements carrés que tu peux contrôler du début à la fin, souvent je fais ça. Je dis voilà, essayez à chaque étape de trouver une faille, de tourner vos hanches, de poser une main, d'essayer de faire en sorte en tout cas de sortir. En tout cas de la contrer. Mais gentiment. Après, faut pas que ça rentre dans une bagarre. Bah non. Sinon, c'est vraiment contre-productif. Et voilà. Et pareil, sur les techniques aussi qui sont faites de surprise, un renversement qui se fera à la volée ou un truc comme ça. Pareil, celui qui l'a subi sait exactement ce qui va se passer. Donc, ça sert à rien de bloquer et de contrer. Parce que de toute façon, oui, là, vous savez ce qui va se passer. Donc forcément, il n'y a plus cet effet de surprise. Ouais. Donc forcément, ça ne marche pas. Il y a des techniques qui ne marchent que si on les fait dans le move, quoi. C'est je l'ai amené là parce que je veux faire ça. Donc oui, une fois qu'on l'a fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, la personne, si elle n'est pas con, et personne n'est con, et au courant de ce qui va se passer, donc ça sert à rien de le bloquer. Enfin, là, de me dire oui, ça marche pas parce que j'ai pu lui faire ci, j'ai pu lui faire ça. Oui, mais il n'y a plus l'effet de surprise. Donc essayez vraiment d'être cohérent dans dans le fait de travailler la crédibilité de la technique. Ouais. Bah après c'est au prof aussi d'observer. Oui, bah c'est surtout un message que j'envoie aux profs parce qu'effectivement les Mais élèves, la plupart des profs, je pense qu'ils je sais pas. sont vigilants sur ça. Il y a des clubs où il y a tellement de monde où il y a des profs qui tournent, mais qui tournent vers les élèves, mais qui regardent pas forcément. Tu vois, qui regardent la globalité, mais qui s'attardent pas sur qui essayent pas de voir justement. Ils voient le mouvement de l'élève qui fait, mais ils voient pas forcément le comportement de l'autre. Tu vois, ils s'attardent pas sur le comportement du deuxième. Donc ça m'est déjà arrivé. Donc ouais, c'est pour ça. Il faut le savoir. Des fois, juste le fait d'en prendre conscience, de mettre des mots dessus, les gens vont regarder un peu plus. Et ça, c'est important. Alors, bah, ça, c'était la technique. Et la technique, pour moi, c'est valable pour tout le monde, toutes les catégories. Ah, mais ça, de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun doute sur ça. Il n'y a aucun doute. Voilà. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Exactement. Ensuite, il y a le drill. Il y a le drill. Alors, qu'est-ce que tu entends par drill? Alors, il y a plusieurs manières de driller. Déjà, il y a les drills techniques, où on va répéter une seule technique, un mouvement, un leg drag. Par exemple, boum, je fais mon leg drag à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors on peut le faire rapidement, on peut le faire techniquement. Bon, il y a cette manière de faire. Ouais. Il y a le drill long, où vraiment on va faire une phase de combat, mais qui sera un peu à la Tense Planet. Ouais, le drill Instagram. C'est ça. Le drill qui est beau. Mais qui au final est un peu contre-productif.
à mon sens. Tennis Planet, c'est peut-être la seule... enfin, l'exception qui confirme la règle. Parce qu'ils ont un jeu tellement à part spécifique, ouais. que ces drills-là, ça leur parle. Ça leur parle, et puis en plus, on n'a pas les cartes de comment se déroulent leurs entraînements. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit sur Instagram leurs trucs, mais par contre, on ne sait pas comment ils mais je sais mettent qu'ils ont leurs entraînements des cours où en ils place. font que des drills. C'est ça. Que ça. Et en plus, c'est des drills qui sont codifiés. C'est-à-dire qu'on leur dit G1, ils vont faire du G1. Ouais. Ils vont faire le drill G1. Et donc ouais, c'est un peu comme des katas pour eux. Bah, c'est exactement ça. Ouais. Le drill long, c'est une sorte de kata. Ouais. Maintenant, si t'es pas aux États-Unis, que t'as pas une salle toute la semaine et 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et que t'as que 3 créneaux par semaine, le drill long, Voilà. il est un peu C'est un contre-productif. peu comme dans les arts martiaux. Est-ce que le kata est réaliste en combat? On sait que non. On sait que non, et même s'ils nous font des vidéos où C'est ils beau. vont mettre une phase. Non, mais tu sais, t'as jamais vu ces vidéos-là pour le karaté? Si, ils font leur kata et après ils montrent transposent en combat. en Une combat. transposition. Oui, mais c'est pas... Ça peut arriver, oui, c'est de la répétition technique. Mais De toute façon, dans ton kata, tu mets un maigiri. Donc forcément, en combat, tu pourras trouver une vidéo où il y a un maigiri. oui, non, mais tu sais, c'est l'enchaînement. Là, Ouais. je bloque, je mets le maigiri, tu vois. Mais bon, après, ouais, ça marche, mais bon, tu feras pas toute la session, quoi. Tu feras pas tout le kata. Toute la séquence, non, ça c'est clair. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc, et aussi voir en fonction du niveau de la personne. Parce qu'un débutant, sur un drill long, il est complètement paumé. Il est complètement paumé, ouais. Bah oui, parce Ouais, qu'il peut pas assimiler tout le drill. Bah déjà, faut connaître toutes les techniques de base Oui. pour les driller. Oui. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est un détail, personnellement. Je vois des personnes qui apprennent une technique à l'instant. Donc, ils apprennent, je sais pas, un renversement. Et ils le drillent juste après. Pour moi, c'est pas cohérent. Ouais. Driller quelque chose que tu viens d'apprendre, que tu maîtrises pas. Si tu viens de le voir, tu le maîtrises pas. C'est pas cohérent. Pour moi, le drill se fait sur une technique qu'on maîtrise déjà. Oui. Sur un passage que je maîtrise, là, je vais le driller. Tac, tac. Je vais l'enchaîner. Parce que je vais pas réfléchir à ce que je fais. Je vais juste l'enchaîner. Oui. Si j'ai besoin de réfléchir au mouvement que je fais, c'est pas vraiment du drill en fait. C'est juste de la technique. Ouais. Je vais juste répéter. Si en plus j'essaye de le faire vite, je vais mal le faire. Je vais prendre des mauvaises habitudes. Ça, c'est sûr. Ça aussi, le drill, ça peut donner plein de mauvaises habitudes en fait si on n'est pas encadré. S'il n'y a pas un prof qui te corrige. Ouais. Parce que tu peux le faire. Quand tu le fais vite, tu as la sensation que ça passe, surtout que le mec en face ne se défend pas. Et en fait, et quand tu le fais en combat, bah. Tu te fais piéger. Ouais. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Donc il faut vraiment maîtriser la technique pour la driller. Pour moi. On ne peut pas driller quelque chose qu'on vient de voir. Et encore moins quelque chose qu'on n'a pas vu. Et encore moins quelque chose qu'on n'a pas vu. Parce que ça, je l'ai rencontré Encore moins quelque chose qu'on n'a pas l'échauffement, vu. à l'échauffement, des profs qui te font driller. Et en plus, des drills comptés, quoi. Allez, 1, 2, 3. T'es là, t'es pris par le temps. Alors Mais tu fais n'importe quoi en fait. Bah, c'est ça. Tu veux juste suivre le compte, C'est ça. ce qui compte, donc tu essayes de faire vite, mais tu fais n'importe quoi. Ouais. Non, mais ça c'est vrai. Et c'est tellement contre-productif parce que en vrai, quand il y en a un qui. Puis en plus, en fonction de deux couples différents, un couple qui aura. Parce que bon, on fait par deux les drills. Le couple qui sera plus ancien et un couple qui sera plus frais dans sa pratique, bah, là où il y en a un qui va en faire 10, bah, l'autre il va en faire 2. Et le truc, c'est que le prof, il va se baser sur celui qui en a fait 10. Parce que bah, lui, son temps de cours, il est cadré, et donc il peut pas perdre de temps à expliquer à la personne. Donc il y a ça. Et la troisième manière de faire du drill, pour finir, c'est le drill en combat. C'est-à-dire driller, mais faire un sparring drillé, quoi. Alors, et ça, moi, j'adore. c'est une des meilleures manières de tourner, j'adore ça. Ouais. Mais c'est une des plus difficiles. Ouais. C'est une des plus difficiles. Ouais. De combattre à 40-50%. En fait, combattre et se laisser les sorties et laisser le gars sortir à chaque fois, et mettre enchaîner. ton orgueil de côté. Ouais. Et ton orgueil, je parle dans les deux sens, c'est-à-dire ton orgueil sur le fait de se laisser faire sur des trucs, et ton orgueil sur le fait de pas attaquer quand le mec te laisse faire sur quelque chose. Tu vois, ne pas attaquer salement, tu vois. Dire, ah, je l'ai, et je prends directement la soumission ou un truc comme ça. Et même quand on prend une soumission, ne jamais la verrouiller complètement. C'est ça en fait, laisser toujours la porte de sortie au gars pour qu'il enchaîne, etc. Pour que en fait ça tourne continuellement, qu'il n'y ait pas de temps mort. Ah bah un drill de toute façon ne doit jamais avoir de phase d'arrêt. En fait c'est ça.
Et c'est super cardio parce que, Ah bah oui. parce que Et ça justement, donne des tu t'arrêtes formes de jamais. corps. Mais Enfin, peu, c'est super. peu et rares sont les gens qui savent driller. Moi, je crois que de toutes les J'en gens avec connais qui un. je tourne, moi ouais, j'en J'en connais au connais moins vraiment un. un où j'ai drillé avec lui et c'était Ouais. Franchement, ça se compte sur les doigts un d'une vrai main. plaisir. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Sur l'ensemble des pratiquants qu'on rencontre, ça se compte, des gens qui savent vraiment driller, ça se compte sur les doigts d'une main. En général, les gradés déjà. Faut Ouais, déjà et encore. faut vraiment être gradé, je pense, Ouais, pour. faut être gradé parce que bah, c'est normal parce qu'il faut avoir une réponse à tout. C'est Pour ça. que ça roule et que ça soit cohérent, il faut avoir une réponse à tout. Donc, et il faut avoir un jeu souple et ample et tout ça. Déjà, une personne qui a un jeu en pression ne sera jamais drillée. Moi, je dis pas comme toi. Bon, bah écoute, j'ai un peu roulé ma bosse. Je dis pas comme toi. Je pense que ça n'a rien à voir. C'est plus dans l'état d'esprit. De savoir. Ouais, oui, alors, mais, je suis d'accord. Mais à la fois, un mec qui a un jeu en pression, tu lui retires J'ai sa vu des pression. mecs où en compète, c'est entre guillemets des bourrins, et en tournant avec eux à l'entraînement, les mecs sont ultra souples, quoi. Tu vois? Oui, non, non, mais hors compétition, je te parle en club. Tu vois, des gens dont le jeu se base sur de la pression, qui sont très en force, qui ont des grips très forts. Je parle en kimono, mais même en nogi, tu sais qu'ils vont Ouais, bah devenir après ils très font pas forts. vraiment exprès. Si leur grip est très fort, même s'il sert un peu moins fort, il sera quand même fort. Oui, mais tu peux le relâcher. Ouais. Tu peux le relâcher au bon moment, tu vois, dans un timing. Mais le problème, c'est qu'un mec qui a un jeu en pression, tu lui retires sa pression, bah il est perdu. Son Oui, jeu, il est déconstruit. oui, pour passer, il sera obligé de mettre la pression Ben de oui, toute façon. son jeu, il est déconstruit. Il saura plus quoi faire. Parce que lui, il roulait. En fait, c'est le drill vraiment, c'est efficace pour des gens qui ont un jeu où ça roule beaucoup, tu vois. Donc déjà, ça retire une partie de la population. Donc déjà des plus petites KT. Pour des Bon, pas lourds, forcément, hein. Tu prends un boucher-chat, je suis sûr qu'il sait driller, lui. Hein. mais ça c'est des cas. Non, mais c'est des cas, mais t'en as. Nous, on en connaît, des lourds qui tournent souple. Tu sais, qui roulent dans tous les sens. Il y en a. Il y en a, mais moins que les lélés. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et alors, si on revient sur toutes les façons de driller, donc effectivement, le drill sur un seul mouvement, est-ce qu'il a une véritable utilité? Oui, oui et non. Si on reprend le podcast de Kleenex avec Samir Ben Saïd, il disait qu'il avait drillé Leg drag, le je leg crois. drag, ouais, non, le berimbolo. Ouais, il y avait les deux. Enfin, en tout cas, il a parlé des deux. Il a parlé du leg drag, il a parlé du berimbolo. Et il disait que c'était pendant des heures et des heures et des heures, il faisait le même mouvement, que ça n'avait pas forcément amélioré son mouvement. Alors, en fait, c'est aléatoire. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens qui ont besoin de répéter infiniment une technique. Il y en a d'autres, non. Il y en a d'autres qui ont besoin de tourner. Ouais. C'est vraiment. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Après, je l'utilise pour revenir un peu comme une prépa physique. Tu vois? Oui. Le leg drag à droite, à gauche, tac, les passages en explosivité, les répéter. Ça rentre dans le cadre de mon échauffement, entre guillemets. Ouais, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, Ouais. voilà, sur du spécifique. Donc, Je suis d'accord. finalement, ça m'apporte quelque chose. Même si, sur le point de vue purement technique, ça me change pas de le faire en drill ou de le faire en technique, de le faire plus doucement. Mais niveau conditions physiques, etc., oui. Donc, ça m'apporte quelque chose. Ouais. Oui, ça t'apporte quelque chose et puis ça t'apporte en plus comment dire, même musculairement, Une mémoire. une mémoire musculaire. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, parce que quand tu fais des passages en vitesse, par exemple, bah, tu mets tes articulations, tu sais, dans des positions qui sont pas linéaires. Enfin, tu vois, c'est pas un Ah mouvement ouais. de musculation ou une burpees ou quelque chose comme C'est ça. pas un mouvement naturel. Voilà, tu viens, tu bouges, tu vas rouler, tu vas tourner, tu sais, tu vas vraiment faire des mouvements qui sont vraiment spécifiques. Et donc je pense que oui, effectivement, ça t'amène une mémoire musculaire, une mémoire sur tous les aspects de ton corps qui vont faire que tu vas t'entraîner plus intelligemment, en tout cas entraîner ton corps plus intelligemment Ouais. pour ta pratique de la Donc, les discipline. drills courts. Moi je pense j'aime que bien. ça a une utilité, mais pas techniquement. Comme tu dis, c'est de la prépa physique. C'est de la prépa physique.
Pour le coup, je me vois pas faire du drill court pour de la technique. Alors tu vas pouvoir répéter un mouvement, mais un point Voilà, qui est... faut qu'il soit maîtrisé. Faut Comme qu'il on soit disait. maîtrisé. Mais Qu'il soit maîtrisé un de point base. que disait Samir Ben Saïd, et ça par contre je suis totalement d'accord. Totalement. Je suis totalement d'accord avec lui. Totalement. Totalement. Si t'es Alors, totalement si je suis d'accord, totalement, alors, c'est... c'est que tout va bien. Et je bin une Berliner, je suis totalement. Elle était archi raide. Donc, je suis totalement d'accord avec lui, c'est dans le sens où si on fait un mouvement court, ça ne reflète pas la réalité d'une phase de combat. Dans le sens où la personne, elle restera jamais statique. Et on sera jamais, il y aura toujours une réponse à ce qu'on va faire. Et quand on fait un seul mouvement, un leg drag par exemple, je fais un leg drag, boum, je rentre la jambe et je me pose. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais en fait, dans ce cas-là, si on part de ce principe, on fait même pas de technique. On fait que du combat. Il y a rien qui reflète le combat hors combat, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que la technique, quand même, tu vois les détails. En fait, tu t'attardes sur les détails. Tu vois, c'est pas rapide, c'est pas une phase de combat. Un drill, pour moi, je l'assimile à une phase de combat, à une phase réaliste. Tu vois? Mais finalement, un drill, quand tu prends un drill court, quand tu travailles ton leg drag, tu fais ta technique, si tu le drill, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence, c'est juste que tu vas le faire plus rapidement. Oui. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais à partir du moment où tu parles de drill, tu parles d'une certaine vitesse dans la transition. C'est-à-dire, dans la technique, tu peux le faire rapidement. Mais tu vas t'arrêter, tu vas prendre, tu vas poser, tac, Alors tac. que là, tu vas enchaîner. Et là, tu vas enchaîner. Et le fait d'enchaîner, bah, tu pars. Le mec, déjà, le temps qu'il revienne, le temps que ceci, il va même moins bien se placer. Tu vois, enfin. Ouais, mais en combat, il sera pas forcément placé comme tu veux. Non, mais on est d'accord. Mais je veux dire, là, vraiment, pour le coup, on l'a tous vécu. On parle du leg drag parce que c'est vraiment un drill que beaucoup de gens font et parce que voilà, c'est quelque chose où on passe vraiment en explosivité, quoi. Si t'es pas explosif sur un leg drag, ça passera jamais. Mais quand tu le fais à droite à gauche, souvent t'as le pied qui se prend dans ton tissu, dans le kimono, dans le truc comme ça. Non, mais c'est clair, mais c'est aussi représentatif du combat, c'est ce qui peut se passer en combat. Oui, je suis d'accord, mais je sais pas, dans ce cas-là, je préfère faire un drill moyen. Je m'explique. On a parlé du drill long, on a parlé du drill court. Je préfère, je préfère trouver le juste milieu. Un mi-long. Non, c'est-à-dire que si on veut vraiment être crédible sur un drill, il faut au moins voir ce qui peut suivre. Tu sais, au moins l'action qui suivra ton premier passage. Je sais pas. Je fais leg drag. Je fais le passage et le mec, qu'est-ce qu'il peut faire? Ou alors, je fais leg drag, il recompose, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, sur 2, maximum 3 actions. Paf, paf, paf. Je le passe, il fait une langouste. Je passe de l'autre côté, il refait une langouste. Je prends, je sais pas, je fais un essuie-glace au-dessus de lui. Tu vois, sur des drills, je le renverse. Il réagit de telle manière, je fais ci. Il réagit de telle manière, je fais ça. Tu vois? Ouais. Et pour moi, ça, c'est un drill efficace. Sur des mouvements simples. Simple. Qu'on retrouve à chaque combat quasiment. Ne nous mentons pas, c'est passage, renversement. Dans la grande majorité. On peut accessoirement de temps en temps rajouter une soumission. Ouais, mais c'est compliqué. Driller, en fait, c'est compliqué si parce que... C'est si elle est naturelle dans le truc. Ouais, et le mec, tu sais pas comment il va réagir en étant en phase réelle. Oui, en phase réelle. Oui, non, mais après, il y a des choses, on sait. Tu sais quand même qu'il y a des phases où il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que la personne, elle peut faire ça ou ça. Donc tu drills ces 2 cas de figure. Ouais. Et de temps en temps... Mais pour les positions, c'est vrai, pour les soumissions, c'est différent, je trouve. En fait, voilà, tu prends ton passage, t'atterris en latéral. Le mec, tu sais qu'il va commencer une langouste, par exemple. T'es quasi sûr. Oui, bien sûr. À moins qu'il parte en turtle, mais bon, c'est plus rare. En général, il va faire sa langouste pour recomposer. Tu peux le faire turtle, bien sûr. Tu te glisses au moment où il commence à se mettre en turtle, tu glisses pour prendre le dos. Voilà, par exemple. Mais bref, le mec fait sa langouste, bah dans ce cas-là, boum, tu plantes le genou de l'autre côté et tu tournes pour switcher au niveau de ta latérale. Ouais. Tu passes de l'autre côté. Ça, c'est logique, tu vois. Attaquer une soumission, tu sais pas comment le mec va réagir sur le passage. Donc tu peux déjà... Enfin, tu sais pas où il va placer ses mains, c'est compliqué. Oui, non mais après quand je dis ça, c'est... T'as des moments quand même où tu as la soumission qui s'amène à toi. Tu mets un genou estomac, la personne attend les bras, tu peux attaquer un juji. Et ça se fait dans le move. C'est-à-dire que je suis d'accord dans le sens où si tu prends une latérale, tu peux pas driller sur une soumission dans la foulée parce que tu dois l'amener.
Tu dois venir, coincer son bras, commencer à monter, tatati tatata. Mais une soumission à la volée, ça se fait. Je passe la garde en attaquant la kimura. Tu vois, Ouais. je saute pour attaquer la kimura ou la guillotine enfin tu vois, ça se fait. Et ça, tu peux faire une transition kimura, tu vois, le mec il se redresse, tu le coinces, tu passes en juji. Et là, tu as un drill sur un passage soumission. Ouais. Parce que là, il y a 90% de chances que ça se passe comme ça. Quand tu sautes sur une kimura, il y a 90% de chances que le mec il essaie de remonter sur toi, que tu vas le bloquer avec son propre bras parce que tu auras maintenu la kimura, et tu peux prendre soit le dos, soit attaquer un juji. Ouais, mais ça reste des mouvements complexes. Pour moi, dans ma tête. Non. Tu vois, tu seras peut-être pas champion du monde finalement. Si, mais avec un jeu simple. Si ça c'est Avec complexe, un jeu tu seras simple. peut-être pas champion du monde. Non, mais Non, mais je me comprends quand je Ouais. dis complexe. C'est pas des choses que tu vas retrouver à chaque combat. Bah, ça dépend, je suis pas d'accord. Ce spécifique-là, je l'ai choisi exprès parce que si toi, ton jeu, c'est de passer la garde en attaquant ouais, la le kimura, Kimura Trap. le kimura attrape, exactement. Si tu pars en kimura trap, bah, t'as vraiment 3 chances sur 4 que ça se passe comme ça. Je dis pas que tu vas réussir ton juji, Oui. mais l'action ne peut se passer que dans ce sens-là. Il peut pas tourner dans l'autre sens. Il peut tourner que dans ce sens-là. À part si tu foires ta kimura, que tu lâches tout, et puis là, on part sur autre chose. Mais à partir du moment où tu tiens, tu verrouilles ta kimura, ah, t'es bon. Je ne dis pas que tu finaliseras, ou que tu prendras le dos, ou ceci ou cela. Mais le chemin, il est là. Je vois ce que tu Pas veux d'autre dire. chemin. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, pour moi, c'est plus un drill. C'est de la technique. Tu le travailles en technique, ça. Cet enchaînement. Parce que, en fait, tu vas devoir te relever, te replacer. Bah oui, mais tous les drills, tu dois te relever et te replacer. Oui. Sauf si tu combats en drill. Tous Oui, les je drills, vois ce tu devras te replacer à chaque fois. Ah, mais dans ma tête, c'est pas un drill. Je peux pas t'expliquer. Dans ma tête, c'est pas un drill. Alors, qu'est-ce qu'un drill dans ta tête? Ouais, pour moi, un vrai drill, c'est court. C'est vraiment très court. Oh, mais ça, c'est très court. Tu sautes, tu prends la kimura, le mec se redresse, boum, t'attaques. Il y a 3 mouvements, en comptant le mec qui se redresse. Sinon, t'as 2 mouvements. Tu peux pas faire plus court. Ouais. Difficile. Non, mais j'ai trouvé l'exemple parfait. T'as voulu me contrer et je t'ai mis une soumission. Une soumission verbale. Ouais, mais je tape pas, moi. Donc voilà. Non, mais pour le drill, franchement, ça, c'est un drill. En plus, je l'ai déjà fait plusieurs fois à mes élèves et c'est un drill qui passe très bien. C'est très clairement une phase de combat qui peut se driller. Il n'y en a pas 36, hein. On peut pas tout driller, de toute façon, c'est pas possible. On peut pas tout driller, mais ça on peut. En fait, disons que je préfère les drills de position Ah oui, mais ça c'est plutôt que de soumission. Ça s'appelle des goûts et des couleurs. Plutôt que de soumission. Parce que la position, tu retrouveras la même sur tout le monde. La soumission, en fonction du mec que t'as en face de toi, tu sais qu'il y en a que faut oublier. Oui, d'accord, mais bon. C'est de voir que certaines soumissions à la volée, c'est quand même intéressant. Des soumissions amenées, non. Soumissions à la volée, oui. Un autre exemple tout bête. Tu viens, ça se fait plus en kimono. Mais tu passes la garde, tu sais, en sautant... comment dire? Tu tiens la manche et tu sautes. Sur le triangle. Pas forcément sur le triangle, mais vraiment, tu sais, le mec est sur le dos et tu sautes et tu mets le genou estomac. Tu sais, tu sautes par-dessus sa garde pour arriver en genou estomac. T'as déjà vu ça? Tu poses ta main au sol, tu tiens la manche, tu poses ta main au sol et tu sautes, tu fais En un kimono? petit... En kimono, ouais. Non, Mais tu pas peux vraiment. même le faire en grappling. Il y en a beaucoup qui font ça. Tu sautes un peu de côté, tu sais, pour arriver en genou directement estomac. Bah, comme t'as la manche, bah, tu peux enchaîner tout de suite sur le juji, Ouais, ouais. tu vois. Oui, je vois. Et ça se drill. Et ça, c'est même un truc que tu vois pas forcément en technique, tu vois. C'est pas forcément de la technique pure. Ah bah après, voilà. C'est un drill. Le décomposer, c'est difficile. Là, voilà. Et là, on est sur de la soumission. Et pourtant, pour moi, c'est un drill. C'est clairement un truc que tu dois travailler en drill. Si tu le travailles en technique, tu le feras jamais véritablement bien. Ouais. Ouais. Tu vois, donc ça, moi, je suis pour ces petits drills-là. Les drills longs, oui, à la condition qu'on soit vraiment quelqu'un d'expérimenté. Après, si on parle de public, driller pour les débutants, oui. Des petits drills,
Ça leur permet d'assimiler des phases en conditions plus réelles. C'est ça l'avantage du drill, hein, c'est en conditions réelles. Nécessaire pour les compétiteurs, je pense. Surtout pour les compétiteurs pro. Surtout quand tu t'entraînes 2 fois par jour, tu peux caler Stelo Fifera qui disait que tous les matins, c'était 1 heure de répétition technique du drill. Et parce qu'il n'y a que comme ça que tu crées une mémoire, une véritable mémoire technique et que ça ressortira naturellement lors d'un combat. Donc ouais, pour un pro, moi je pense que c'est c'est important. nécessaire. C'est important. Vraiment nécessaire. C'est important d'avoir un cours consacré à ça. Ouais. Tout comme un cours pour la prépa physique, un cours consacré au drill, 1 ou 2, enfin ou comme il dit, tous les matins, technique, voilà, pendant 1 heure, je fais... Et même peut-être plus, parce que c'est ce qu'on va aborder par la suite. Je regarde quand même si j'oublie rien sur le drill. Ouais, par le drill en combat, là, qu'on reviendra dessus, mais c'est peut-être plus important que de faire des gros sparring, que de faire de la répétition technique pour un compétiteur. Ça dépend. Ça dépend, mais je pense que c'est moins traumatisant pour le corps. C'est moins trop. Oui, bah ça, forcément. Mais est-ce que ça t'apporte autant? Je pense pas. Je pense que le combat, c'est le combat. Non, le combat, c'est le combat. Mais je pense que tu peux réduire ton temps de combat. Tu vois, si tu dois faire une proportion, la proportion à driller pourrait être plus importante que celle à combattre. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire 1 million de combats. Je parle là pour le coup pour un vrai compétiteur pro. Je suis pas d'accord, justement. Je suis pas d'accord. Ouais. Pour moi, par contre, il y a sparring et sparring. Il y a sparring intense, où on est à fond. Ouais. Sparring en mode compétition. Et après, il y a différents sparring. Il y a sparring ATM. Sparring ATM, par exemple. Oui, bien sûr. Oui, ça je l'ai évoqué. Ça, c'est important d'en faire aussi. Oui. Plus que le drill, pour moi. Ouais. Enfin, pas plus que le drill, mais je veux dire, le drill ne peut pas remplacer... Ah non, ça c'est sûr que tu peux pas le remplacer. Le sparring et tous ces types de sparring. Le sparring à thème, notamment, c'est un point super important. Ouais, moi, je pense aussi que c'est important. Je pense aussi que c'est très important. Bon, on va l'évoquer après. De toute façon, dans la partie justement sparring, ouais, je pense aussi que c'est très important. Mais bon, en tout cas, je sais qu'il faut pas le négliger. Faut pas négliger les drills. Ouais. Drill en combat, juste pour finir, bon, je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses. C'est pour moi nécessaire. Mais en fait, je l'ai mis en transition entre le sparring et le drill, quoi, parce que voilà, c'est du sparring souple. Tout le monde ne peut pas le faire, on l'a dit. Enfin, tout le monde ne sait pas le faire, on l'a dit. Mais c'est tellement important. Pour le coup, là, on a vraiment un reflet réel. C'est plaisant. Ouais. C'est un kiff. Là, on rentre vraiment dans le jeu. Et je pense qu'on fait tous du jiu-jitsu brésilien ou du grappling ou ce genre de discipline pour jouer. Enfin, on retrouve un côté... la lutte... Plaisir. Ouais, c'est vraiment le fait de tourner. Voilà, ça prend vraiment tout son sens quand on dit tourner. Ouais. Ça tourne. Parce que la lutte, c'est quelque chose de naturel. Lutter, c'est quelque chose de naturel. Contrairement à la boxe ou contrairement à d'autres choses. N'importe quel enfant va se rouler, va se tenir, va se jeter par terre, va rouler avec... on a tous fait des corps à corps. Mais c'est ça. Et puis même les animaux, on les voit. On voit deux chats qui jouent ensemble. C'est un drill, de grappling. Hein. Donc on le retrouve partout. Et c'est là, avec le drill souple en combat, qu'on retrouve vraiment cette idée. Ouais. De tourner, d'avoir et de sortir vraiment de toute condition d'ego. C'est ça que j'aime dans le drill. Il n'y a plus d'ego, on l'a laissé au vestiaire. Il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus de qui gagne, qui perd. Parce que personne gagne, personne perd. C'est ça. Les deux gagnent. Et tant qu'on n'a pas assimilé cette notion-là, on ne peut pas être fort en drill. On ne peut pas savoir driller. Il faut vraiment se dire que pendant le temps du drill, il y aura les deux vainqueurs, en fait, ça sera les deux combattants, parce qu'on aura gagné un moment plaisant, et surtout des formes de corps qu'on n'aurait pas fait dans un combat classique. En plus, on peut se permettre de tenter des choses, entre guillemets. Oui. Puisqu'on n'a pas peur de se faire contrer. Exactement. Ou si on se fait contrer, ça va enchaîner. Ça sera enchaîné, voilà, c'est ça. Et justement, ça sera encore plus parlant, parce que ça se fera tellement naturellement qu'on se dira « Ah ouais, là, j'ai vraiment fait une erreur. » Ouais. Pas un truc où on se dit « Ouais, mais c'est parce qu'il est plus fort que moi. » Plus fort physiquement, plus fort techniquement. Non, c'est parce que vraiment j'ai fait une erreur. Et que c'est dans le mouvement, je me suis foiré. Alors attention, driller ne veut pas dire ne pas mettre de force non plus.
Il y a des choses qu'on peut pas faire si on met pas un tout petit peu de force. Ouais. Faut pas être non plus complètement mou, sinon en fait il se passe rien. C'est juste deux chewing-gum qui s'entremêlent, quoi. Non, faut vraiment quand même qu'il y ait une réalité. Là, il faut qu'il y ait une force qui ne dépasse pas les 50%. Voilà, c'est juste ça. Mais bien sûr qu'il y a des choses, quand on doit charger un mec, si vous mettez pas de force, faut le charger. Hein. Donc voilà, et puis même sur certaines choses, quand on fait un levier avec une jambe ou quelque chose comme ça, il faut mettre un peu de force. Sinon ça passera jamais. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vraiment pour moi, dans tout, le truc que je préfère. Moi, c'est ce que je préfère. Driller avec quelqu'un, c'est ce que je préfère. Je prends un pied fou à le faire. Donc... J'aime bien aussi. Mais je préfère les sparring. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es trop dur, non, trop de densité. Je préfère les sparring. Ouais, je sais pas. Ouais, non, après, oui, non, mais le sparring, on peut pas. Il y a rien qui remplace le sparring. Je l'ai mis à la fin parce que ouais, il y a rien qui remplace le sparring. Il y a de plus en plus de gens qui remettent en question les sparring. Que ce soit en MMA, que ce soit en JB. C'est surtout en MMA. C'est surtout en MMA. Mais parce que c'est logique. À cause de la boxe. C'est logique. En fait, on a la chance de faire un sport où on peut quasiment à chaque entraînement se faire la guerre. Sans forcément se blesser. Ouais. En MMA, c'est pas possible. En boxe, c'est pas possible. Un sport où il y a des percussions, c'est impossible. Ouais. C'est ce que les gens faisaient avant. Hein. Quasiment à chaque entraînement, ils se faisaient des sparring durs. Oui. Ils se prenaient des KO à chaque entraînement. Aujourd'hui, on les voit, les mecs, ils ont des commotions. Enfin, on voit les anciens combattants, les anciennes générations, les Vanderlei, Silva, etc. Ils sont obligés de prendre leur retraite, ils perdent la tête, ils ont des comportements violents. Ouais. Les mecs deviennent fous. Parce qu'ils ont pris trop de coups. Parce qu'en fait, au-delà des combats qui sont... C'est déjà un sport traumatisant, le MMA, on va pas se mentir. C'est comme tout sport de combat. Oui. Au-delà de ça, en fait, chaque jour de leur vie, c'était des combats. Même à l'entraînement. Oui. Les entraînements étaient quasi plus durs que les combats qu'ils faisaient. Et on a compris, enfin ils ont compris que c'était pas la bonne solution. Donc maintenant ils adaptent, la plupart maintenant ont un entraînement beaucoup plus intelligent avec beaucoup plus de recul. C'est plus professionnel. Voilà, c'est plus professionnel. Bon, il y a encore les adeptes du sparring à tous les entraînements. Hein. Il y aura toujours. Il y aura toujours. Il y en a qui ont besoin de ça même. Voilà, c'est ça. Il y en a qui ont besoin de ça. Ils se disent que voilà, un entraînement n'est pas complet si on se met pas dans le rouge tout le temps. Mais c'est ça. Mais c'est ça en plus. L'entraînement n'est pas complet si tu ne t'es pas fait remplir. Mais c'est ça. Mais ouais. Et puis il y a par exemple Robbie Lawler un ancien vraiment un précurseur du MMA qui est encore à l'UFC qui fait un sparring je crois toutes les 2 semaines ou par semaine, un sparring dur. Alors que c'est vraiment un vrai dur. C'était le genre de mec qui faisait des sparring durs à chaque entraînement avant. Oui, et puis quand il combat à l'UFC, il fait toujours des guerres. Il fait des guerres. Il ressort en lambeaux, le mec. Ouais. Donc, et voilà, il a changé complètement sa méthode d'entraînement. Comme plein de combattants. Oui. Comme plein de combattants de MMA. Maintenant, McGregor. Hein. McGregor. McGregor a fait peu de sparring dur. Hein. Oui, parce qu'ils ont compris que c'est... Il n'y a pas une grande utilité, en fait. Non. À part s'abîmer. Tu t'abîmes et puis tu t'exprimes moins. Faut faire du thème. En MMA, c'est important. Ouais. En grappe JJB, on a la chance de pouvoir tourner quand même. De pouvoir tourner fort. Alors, on peut tourner fort. Il faut tourner fort même parce que c'est plaisant. Et puis en plus de ça, ça reflète aussi la réalité d'un vrai combat de c'est exactement ça. Là, on est dans la réalité. Maintenant, faut pas faire que ça. Il faut pas faire que ça. Et surtout, il faut aussi faire attention au timing, je pense, aux compétiteurs. Pour un loisir, tourner fort, ça me choque pas parce que de toute façon, lui, il a que ça. Il fait pas de compétition, donc le seul moment où il a, voilà, lui, c'est là où il se fait vraiment plaisir. Maintenant, pour un compétiteur, attention au timing, parce que j'ai remarqué avec l'expérience, on se blesse toujours. Dans les derniers entraînements en la compète. C'est ça, dans la dernière ligne droite. Quand on se dit, faut que je fasse attention. Exactement. Et c'est là où je disais tout à l'heure, et ça me permet de revenir sur ce que je disais, le drill, pourquoi le drill devrait prendre une place plus importante en fonction du temps, du moment dans l'entraînement. Il y a des moments où tu sens que t'approches de ton échéance. La planification. Et voilà. Et là, oui, il faut que tu fasses plus de drill.
Moi, je comprends pas les mecs qui font des guerres. Ils sont sur le lieu de l'entraînement et ils se font des guerres de ouf. J'ai vu une vidéo la dernière fois avec un des frères Miao et un autre, je sais plus si c'était qui, le gamin là, quoi. Ils étaient sur les World Pro à Abu Dhabi et ils se font une guerre. Mais un truc de ouf. Les mecs, ils vont combattre le lendemain. Ouais, mais ils font ça tous les jours. Mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas se blesser. Ouais, ils sont en caoutchouc, les Miao. Oui, mais l'autre non. Ouais, l'autre non. Tu vois? Non, mais Ouais. tout combattant expérimenté, pro, fait ça tous les jours. Tu vois? Et puis c'est pas pour ça qu'ils se blessent pas. Et comme il y en a qui se blessent en compétition, et comme il y en a qui se... Mais c'est rageant de venir et de te blesser. T'imagines, tu te blesses la veille de ton combat. T'es déjà là-bas, t'as fait ta pesée, tu te blesses. T'as payé. T'as payé. Surtout quand tu vois les prix des compètes. Grave. Donc ouais, non, driller un petit peu, c'est pas mal ça. Faire plus de drill, c'est pas mal. Donc pour un loisir, faire du combat, ouais, bien sûr, qu'il se fasse plaisir. Même si au début, on sait que il a pas forcément... bon, il sait pas faire grand-chose, et puis c'est On fait frustrant. tous la serpillière au début. C'est frustrant. Pas se mentir. Bah oui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup Qui de grandes lâchent. parts qui lâchent. Parce que voilà, c'est pas... Mentalement, c'est pas évident. Hein. Non, T'arrives dans un sport où... tout le monde le dit. bah, tu te fais traîner en fait. C'est ça. Et tu comprends pas ce qui se passe en plus. C'est ça le pire. Ouais. Parce qu'en boxe, bon, le mec est plus fort que toi, tu vois les coups arriver, il est plus rapide, il est meilleur, il boxe mieux, d'accord. Au sol, tu comprends pas. T'es au-dessus, tu te retrouves en dessous avec une jambe derrière la tête. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Un mec qui passe dans ton dos, Qu'est-ce qui une se main passe? qui se glisse sous ta Mais gorge. c'est ça, je comprends pas. Et tu lui glisses une main mot doux à l'oreille et tu lui dis c'est la fin pour toi. Non mais c'est Non, vrai. Non mais c'est hyper frustrant. Hyper frustrant, surtout que comme je disais tout à l'heure, la lutte c'est quelque chose d'assez naturel, tout le monde a déjà lutté. T'en as plein. Alors moi ce que j'adore c'est quand je vois des mecs du quartier qui viennent et qui se sont amusés à faire la bagarre toute leur vie, tu sais, et qui débarquent au club et tu les vois, ils sont pleins de confiance. Et quand ils tapent au bout de 30 secondes, ils sont beaucoup moins confiants. Ça fait mal. Et tu vois là, dans leurs yeux, tu sais, tu vois qu'il y a un problème. Et, Mais tout le monde. Et ouais. Tout le monde, même les mecs ultra balèzes Oui, alors les mecs qui sont très arrivent musclés, et ouais. ouais, très musclés. Ah ouais. Mentalement, ça fait Ils mal. pensent qu'ils vont te fixer au sol fort, tu sais. Et puis d'un coup, tu vas te glisser en dessous, tu vas arriver, tu vas lui mettre un petit étranglement des familles, ou même une clé de bras. Il n'y a rien de pire que de mettre une clé de bras à un mec qui a des bras énormes. Des biceps énormes, tu vois. Le mec, il fait du 52 tours de bras, et tu lui mets un petit juji des familles, et le mec, il est perdu. Non, mais et le mec, le pire, c'est que ce mec qui lui a fait ça, lui, il fait 60 kilos. Ou pire, quand c'est une meuf. Quand c'est une fille, ça fait mal. Eh ouais. Quand je dis pire, il n'y a pas de sexisme là-dedans, mais Mentalement, on parle des gens, psychologiquement, voilà, des gens quand psychologiquement, t'es un mec, tu viens, tu combats contre une fille, elle te met une guillotine. Nous, on a un exemple en tête. Ah. Chaque nouveau, il prend sa guillotine et voilà quoi. Et le mec, il y en a certains, ils préfèrent, ils ont envie de dormir, ils préfèrent dormir plutôt que de taper. Mais ouais, non, c'est compliqué. C'est un sport qui te remet en question, tu vois. Mais Qui te grave. remet en question. Mais grave, des fois tu sors de l'entraînement, tu remets toute ta vie en question. Ça m'est déjà arrivé. Oh putain. Ah là là. Mais donc oui, les sparring, c'est nécessaire pour les débutants, mais c'est nécessaire pour tout le monde de toute façon. Donc plusieurs types de sparring. Le sparring classique. Où Après, on va juste moduler l'intensité. exactement, on va moduler l'intensité et Et ça, avec c'est tout important. niveau. Ça c'est important. Oui, J'ai lu un post de John Danaher ouais, où quelqu'un lui demandait dans les commentaires avec quelle personne il est le plus important de combattre. ouais, Là, pour de quantifier est-ce que je dois tourner plus avec des plus forts, des mecs de même niveau ou des moins forts. D'après lui, bon, c'est pas... Ça vaut ce que ça vaut, c'est sa parole à lui. Hein. Il faut tourner avec des personnes plus faibles. En majorité. ouais. C'est ce qu'il dit. Oui, parce que c'est là où tu t'exprimes. C'est là où tu t'exprimes, où tu tentes. Où tu tentes, où tu t'exprimes le plus. Ouais, alors moi j'ai tendance à dire, là attention à la grande parole, Alors là, Danaher, mon Ah, il y a gars, Jarod qui parle, là. Ah, je vais te renvoyer au vestiaire. Non, je plaisante. J'ai tendance à dire que c'est important de tourner avec tous les profils. avec C'est-à-dire tous que les profils. tu vas tourner avec quelqu'un de plus faible parce que ça va te permettre de tester, de travailler des choses que tu pourrais viens pas de faire voir. avec les autres, de mettre en application des choses que tu viens de voir. Vraiment, ça t'apporte énormément à ce niveau-là. Il faut trouver des gens qui ont parfaitement ton niveau. Pourquoi? Parce que quand tu vas le dépasser, tu sauras que tu auras passé un palier. Ouais, et puis c'est là que tu vas faire les guerres les plus intéressantes. Là, tu vas faire la guerre pour le coup. Ouais, pour le coup, tu vas vraiment faire la guerre. Pour battre l'autre, il faudra vraiment
à faire la Ouais, guerre. ouais, c'est ça. En plus, surtout quand tu connais parfaitement ton adversaire. Et après, il faut tourner avec des gens plus forts. Mais alors là, c'est juste pour t'apprendre à survivre. Parce que, ne nous mentons pas, on passe une grande partie de notre pratique à survivre. Et ça, le fait pour bien travailler ses défenses, pour bien réagir, être réactif dans ses réactions aussi, parce que le mec qui est plus fort que toi, il aura toujours un temps d'avance sur toi. Tu seras de plus en plus réactif quand tu combattras contre des mecs qui sont, qui c'est sont de la plus forts que survie. toi. Par contre, effectivement, il faut pas tourner la proportion. Ouais, moi je suis d'accord. Tourner avec des gens moins forts. Faut pas se dire je tourne pas avec lui parce que je le bats. Faut pas se dire ça. Non, non, au contraire, au contraire. Et en plus de ça, c'est même dommage pour la personne. Voilà, quand vous réagissez comme ça, mais c'est dommage pour la personne qui est plus bas parce que cette Lui il perd, personne-là, il perd voilà, un il sparring perd la avec quelqu'un chance de plus expérimenté. Exactement. Et non, faut tourner avec tout le monde. C'est ça. Même si, attention pour les compétiteurs, pareil, dans la dernière ligne droite avant les compétitions. Ouais, on évite de tourner avec des débutants. Voilà, ça évite de se prendre une blessure bêtement parce que le mec va pas tourner de la manière dont on a l'habitude de tourner, qui va te faire un truc sale. Tu vas prendre un coup de coude ou c'est ça, un tu truc vas brut. t'ouvrir l'arcade ou donc ça. Bon, ça peut arriver avec tout le monde, hein. Mais c'est vrai qu'en général, les gens qui débutent, ils ont des réactions auxquelles on s'attend pas. C'est ça. Alors c'est encore plus vrai en boxe. En boxe, des fois t'as plus de mal de tourner avec un mec qui débute qu'avec un bon boxeur. Ouais. Parce que tu sais ce qu'il va faire, le bon boxeur. Ouais. Le mec qui débute, ça vient de partout, il se met en boule, d'un coup il rentre. C'est horrible. C'est ça. C'est horrible, c'est frustrant. Plus chaud face à des débutants. Ah ouais, non mais... Alors que tu sais que t'es au-dessus techniquement, mais non. Non, mais la finalité du combat... La finalité, tu gagnes, tu vois. Mais il fait des trucs qui te surprennent. Un ou deux trucs où tu vas te dire, oh là là, c'est venu d'où ça. Mais même toi, tu te dis pourquoi il fait ça. C'est ça. On l'a tous vécu. Tous. On l'a tous vécu. Non, c'est vrai. Donc, mais c'est valable pour le jiu-jitsu brésilien ou le grappling. Des fois, tu te retrouves dans des situations, tu te dis, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a mis un coup de tête? Pourquoi il m'a mis un coup de coude? Pourquoi il m'enfonce son coude dans l'œil? Pourquoi? Tu sais? Mais parce qu'il a rien d'autre à faire, le pauvre. Il sait pas quoi faire. Donc, ou alors, les sparring contre-productifs où t'as un mec balèze qui te serre la tête pendant 10 minutes. C'est ça. Il te serre la tête et à la fin, il croit qu'il a gagné le combat. Tu lui as passé la garde, pris la montre, tu lui as pris le dos, nanani nanana, et puis d'un coup il va te serrer la tête. Il a juste gardé ta tête. C'est ça. Après, en général, il va s'asseoir parce qu'il a plus de bras. Il fait pas les autres sparring. Le mec, il tremble, il a Parkinson à la fin du sparring, mais il est fier de lui. Oh putain. J'ai tenu. Ah ouais, non mais c'est ça. Et le mec, il pense qu'il a réussi à gagner son combat comme ça. Mais et quand tu lui expliques combien de points tu lui as mis dans la gueule, le mec, il est là, il est perdu. Il se dit mais non, mais attends, moi je t'ai tenu quand même. T'as pas réussi à sortir. Ouais, mais parce que t'allais me briser la nuque, salaud. Parce que c'est ça, tu sais que si tu veux sortir, tu vas te briser la nuque. C'est ça. Tu vas te blesser bêtement. Donc oui, ne pas faire de sparring contre des débutants, avant une compétition, ça, je suis d'accord à 2000%. Mais dans la proportion, ouais, je dirais combattre avec des gens un peu moins forts et du même niveau, ça doit représenter 70-80% de tes sparring. Et tourner avec quelqu'un de plus fort, ouais, 20%, 20 à 30%. Parce qu'en plus de ça, tourner contre des mecs qui sont vraiment plus forts que vous, c'est utile, mais c'est frustrant. C'est utile, c'est frustrant. Ça, mis à part la survie, ça apporte pas grand-chose en fait. Ouais. La résistance. C'est ça. Ça peut te brider dans ton jeu. En général, quand on est contre quelqu'un de plus fort, on sait qu'il est plus fort, on n'ose rien faire en fait. On se dit qu'il va contrer tout ce qu'on fait. C'est ça, dans ta tête, tu dis, mais si je fais ça, il va me faire ça. Mais c'est ça, alors que des fois, il faudrait juste y aller, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a même pas le même jeu quand on est contre quelqu'un de bah non, pas du tout. Ouais, pas du tout. On s'inhibe dans le jeu et on se dit, putain, mais attends, en général, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Alors oui, le mec, il a une réponse à tout, d'accord. Mais il y a aussi le fait qu'on n'est pas l'amplitude qu'il faut dans les mouvements. Exactement, c'est exactement ça. On fait les trucs sans y croire et ça se ressent tout de suite. Ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Donc oui, donc ça c'est l'intensité dans les sparring et les différents profils sur qui on va combattre. Mais ça pour moi c'est primordial. Après tout à l'heure tu évoquais les sparring à thème. Ouais. Un grand oui, bien sûr. Un grand oui parce que c'est justement ça aussi c'est des phases où on va se mettre dans des galères. Des choses. On a tous un style. On a tous un style, que ça soit, je sais pas moi, il y en a un, il va jouer en demi-garde, il y en a un, il va jouer
comment dire, en garde papillon. Il y en a un qui va être en spider, si on fait du kimono. Il y en a un qui, enfin, voilà, des gens ont leur jeu et ne sortent rarement de leur jeu. Et le problème, c'est que quand ils tombent dans un combat face à quelqu'un qui a complètement l'anti-jeu Ouais, ils sont de perdus. la personne, ils sont perdus. Donc, il faut les obliger à voir d'autres choses. Comment on peut les obliger à voir d'autres choses? En faisant des sparring à thème. Parce que quand on fait des sparring sans qu'ils soient à thème, on reste dans notre petit confort, on reste dans notre bulle, dans ce qu'on sait faire. Et on sort rarement de la veste qu'on s'est faite, quoi. Je pose cette expression. Non, ça n'existe pas, mais bon. Ouais, mais j'ai essayé d'avoir une petite figure de style. On va te suivre. Veste, kimono, veste, tu Ouais. vois. Là, on n'est pas. Il y a une cohérence quand même. Et donc le sparring à thème, pour moi, c'est important de faire démarrer soit quelqu'un avec un grip, dans une garde fermée, dans une position montée, mais même à l'extrême. Dans une Dans soumission un engagée. juji défendu, C'est ce que j'allais dire. dans un triangle pas fermé. Voilà. Il y a différents sparring à thème. Il y a le sparring où on va donner un objectif Ouais. précis. Donc, par exemple, celui d'en dessous doit renverser. Il n'a Oui. pas le droit de soumettre, juste renverser. C'est ça. L'autre doit juste passer. Ouais. Après, on peut voir un sparring à thème où on va être dans une position précise. En défense, par exemple, celui où on est en latéral, il faut recomposer. Et l'autre doit stabiliser la latérale, par exemple. Oui. Ou la montée, conserver la montée, etc. Et encore plus loin, on a, par exemple, voilà, je suis dans un juji, je suis verrouillé au niveau de mon bras, je défends, et on lance le sparring. C'est ça. Il y en a Ça qui peut être doivent sortir intéressant un peu aussi. comme les règles BI, quoi. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Et c'est même très intéressant parce que, pareil, là, on est sur un travail collaboratif. Et en même temps, c'est des situations dans lesquelles on se retrouve et ça permet de choper les bons réflexes. Ouais. Et le fait, parce que défendre un juji, oui, on va pas se faire attaquer 18 fois en juji dans un combat. Par contre, le fait, sur 2-3 minutes, à chaque fois que je suis sorti ou que j'ai pris le juji, de me remettre dans la position et de recommencer, ça te permet d'avoir une vision où je me dis, bon, là, je me suis fait piéger parce que j'ai défendu de telle manière Ouais. ou j'ai tourné de telle manière. Ça permet Tu vas réajuster. d'ajuster sa défense, C'est ça. de prendre les bons réflexes, de tester plusieurs choses, parce qu'il y a plusieurs grips. Il y en a qui vont préférer mettre les mains différemment pour défendre, et même celui qui attaque pour faire lâcher. Oui. Il y a plein de personnes que je vois qui se retrouvent en juji, Et qui n'arrivent pas à finaliser. qui n'arrivent pas à finaliser, à faire lâcher les mains. Ouais. Ou en triangle, pareil, qui ont le triangle verrouillé, mais ça tape pas. Ouais. Ou il y a plein de situations comme ça, et c'est pas mal. Justement, ouais, c'est un travail pour Et en plus, c'est des sparring qu'on fait en force, en sparring total, quoi. On y Ah oui, va à oui, fond. là, c'est à Donc, 100%. pour le coup, c'est vraiment réaliste. C'est très crédible. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je le fais. Pareil, pour les sparring à thème où il y a un mec qui est au centre et on doit lui passer la garde. Ouais. Passer la garde renversement. Ça, c'est très intéressant aussi. Parce que voilà, pas de check, viens, on lui saute dessus et c'est intensité max. La personne elle reste au centre et ça c'est intéressant parce que aussi ça travaille le cardio et ça travaille c'est un travail d'usure. Ouais. Donc c'est pas mal. Maintenant, je mettrai une nuance sur le temps qu'on doit prendre à faire ces sparring. On ne peut pas faire que du sparring à thème, à mon sens. Hein. Ah non, non. Non. Ah, non. Oui, mais il y a des clubs où ils le font. Il y a des clubs où, voilà, aujourd'hui, on va faire que du sparring à thème. Alors, je dis pas, c'est différents thèmes. Si c'est sur un jour, ouais, pourquoi pas. Ça dépend du nombre d'entraînements qu'on a. C'est ça. Mais moi, tu vois, je pense toujours à Mais ce que- personnellement, j'aimerais pas. Moi, en tant que pratiquant, Moi, ça me gonfle. ah ouais, ça me gonfle. Ah, quand je sais qu'on m'annonce que ça va être sparring à thème, ça me gonfle. Si c'est que des sparring à thème, non. Oui. Si c'est que du thème, non. Il faut penser, et c'est ce que je disais au début, et je reviens sur le fil rouge, sur les différents publics. Un compétiteur qui va faire que du sparring à thème, ouais, ça va peut-être le faire kiffer parce que ça va vraiment l'aider dans sa recherche de performance. Mais il n'y a pas que des compétiteurs dans un club, il y a des loisirs. Et un loisir qui vient, ou même un compétiteur amateur, qui vient et qui doit faire que du sparring à thème, il prend pas autant de plaisir que s'il avait la possibilité de faire 2, 3, 4 sparring classiques où où tu me laisses tranquille, je fais mon jeu. Parce que le mec, lui en soi, il n'a pas besoin de travailler tous les cas de figure. Il est là pour prendre son plaisir, pour prendre son kiff. Alors ça va l'aider, bien sûr que ça va l'aider, c'est pour ça qu'il faut le faire. Parce que effectivement, ça va le faire évoluer dans sa discipline et dans sa pratique. Mais il faut qu'il rentre chez lui en étant j'ai passé une bonne séance, j'ai fait la guerre, on a fait des sparring à thème, c'était la guerre, mais après j'ai choisi mon partenaire,
Parce qu'il y a ça aussi, quand tu fais des sparring à thème, souvent tu changes de partenaire, t'as pas forcément le choix de ton partenaire. Tu vois, par exemple, quand on fait je reste au centre et tout ça, tu sais, tu choisis pas forcément le mec avec qui tu vas tourner. Ouais. Et des fois, c'est sympa aussi de choisir son partenaire. Tu vois, de Bah, dire, on a tous des personnes avec qui on apprécie tourner. c'est ça. Et bah, les jours où t'as pas eu la chance de pouvoir le faire, bah, c'est quand même vachement frustrant. Ouais. Et donc, il faut penser à ce public-là et non, faire toute une session de sparring à thème. Moi, j'entends souvent, il y en a. C'est long. Allez, il y a 10% de gens qui sont contents dans les clubs. Hein. Dans tous les clubs que j'ai fait, t'as 10% de gens qui sont contents et le reste, ils soupirent, ils en ont marre, ils sont saoulés. Ils sont saoulés parce qu'ils savent très bien qu'ils sont venus pour rien en vrai. Enfin, Ils sont pas venus pour rien. Ils n'ont pas eu le plaisir qu'ils attendaient à la fin de l'entraînement. C'est tu rentres chez toi et tu sais que ton prochain entraînement, il est dans tant de temps et que pendant tout ce temps-là, bah, tu auras le regret et la frustration de ne pas avoir fait de pas avoir fait j'ai pas tourné comme je voulais tourner. C'est ça. Parce qu'on est quand même dans une discipline, on le disait tout à l'heure, tourner, c'est ce qu'on préfère. On aime se faire la guerre. La technique, on aime ça, mais on aime se faire la guerre. Et ouais, le fait de nous retirer cette petite joie, entre guillemets, bah ouais, c'est super frustrant. Moi, ça m'est arrivé des fois d'être dans des cours où je me disais, voilà, le mec il annonce sparring à thème. Là, t'as envie de rentrer chez toi. Ah ouais, ah non, mais clairement. Clairement, je me dis, mais j'étais bien, j'étais au chaud, surtout l'hiver. J'étais au chaud, j'étais en famille. Des fois, tu vas à l'entraînement juste pour tourner en plus. Dans ta tête, t'es pas bien. Enfin, t'es énervé, tu te dis, je vais aller à l'entraînement, je vais tourner, ça va me faire du bien. C'est ça. Et t'arrives, on te dit que tu tournes pas. Frustration. Dégoûté. Ah ouais, là, t'es pas bien. Dégoûté. T'es un enfant. Bah, vas-y, je rentre chez moi. T'es un enfant devant le rayon jouet et t'es ta mère qui te dit non, t'as pas été sage, non, c'est mort. Ah ouais, t'as envie de te rouler par terre. Ah, c'est mort. T'as envie de te rouler par terre et de taper les pieds. Non, mais non, tu peux pas. Non, et puis en plus de ça, il suffit que tu sois un peu blessé ou un peu fatigué ou un truc comme ça. Et le sparring à thème, en fait, pourquoi? Dans le sparring classique, quand t'es blessé, tu peux adapter ta pratique. Tu vois, tu peux te mettre dans certaines positions où tu sais que tu vas pas solliciter le membre blessé. Mais quand tu fais du sparring à thème, tant pis, hein, on te dit on doit te prendre le bras droit, et ben on va te prendre le bras droit. Et si t'as un problème au bras, bah c'est la merde. Ouais. Bon après, logiquement, si tu peux pas faire de thème, tu peux pas faire de sparring normal. Non, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Tout dépend du thème. Bah oui, quand tu tournes en sparring normal, déjà tu peux préciser à ton adversaire, bon je suis blessé, on y va tranquille, et puis tu peux te placer de telle manière. Tu vois, quand c'est un sparring à thème, t'as pas le choix, le thème il est imposé. Ouais. Tu vois, je dis une bêtise, mais non, si t'as envie d'être que en dessous, et si le mec il te passe la garde, ou oui, c'est vrai. Ça, tu vois, vrai. ou tu le renverses, tu te remets en dessous. Tu peux sur un sparring classique, sur un sparring à thème, tu peux pas. Donc ouais, non, moi, c'est pour ça que le sparring à thème, je mets des... C'est bien, mais il faut pas que ça soit tout le truc. Tu vois. Et je dis une bêtise, parce que comme ça fera une transition parfaite en plus sur la suite. On te dit, voilà, on fait thème lutte ou judo. Tu vois. Et tu vois, genre, il y en a un au milieu, et à chaque fois que ça amène au sol, ça change de partenaire. Et ben, si t'es blessé au genou, par exemple, ouais, bah, tu restes dans ton coin et tu regardes le cours se faire. Ça m'est déjà arrivé. Où tu t'assois dans un coin, t'es venu et tu fais rien, parce que tout le cours, ils vont faire ça. C'est pas faux. Et t'es dans la merde. Donc, messieurs les profs, pensez à tout votre public. Ne faites pas que du sparring à thème. Et d'ailleurs, transition, faut-il ou non, parce que c'est un point qu'a évoqué le fameux Bertrand, rajouter dans la pratique des sessions, en fait mixer faire des ponts entre les disciplines, avec le judo, la lutte, les autres sports de préhension. Des sports de préhension qui sont complémentaires au tien. Bah, bien sûr. Enfin, c'est évident. Je suis d'accord. C'est évident. Mais tout le monde ne le fait pas, tout le monde ne le voit pas de ce sens-là. C'est évident parce que ça fait partie de notre discipline. Ouais. Tout simplement, le combat commence debout, donc faut savoir lutter. Alors, en nogi, en grappling, tu vas plus retrouver la notion de lutte qu'en jiu-jitsu brésilien. En jiu-jitsu brésilien, on fait rarement de la lutte ou du judo. Il y a des clubs qui s'y mettent parce qu'ils commencent à comprendre que c'est une part importante dans ta réussite, dans la victoire. Mais disons que ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Tu vois, les miao, là, ils se mettent au judo à fond. Alors que avant, ils tiraient la garde et puis on n'en parlait plus. Mais là, ils commencent vraiment à se mettre à fond dans le judo. T'as des... Bon, ça c'est des trucs qu'on avait évoqués, mais t'as des règlements qui t'incitent
à faire du judo, faire de la lutte. À lutter, ouais. Tu prends l'ACBJJ, il fallait, sur la première minute, il Bah, fallait t'as juste à regarder les championnats d'Europe, la CFG, là, qu'il y a eu. Oui, par exemple. Si tu tires la garde, tu perds des points. C'est ça. Et on sait que les Français, en lutte, c'était compliqué. Ouais, pour la grande majorité. Pour la grande majorité. Bah, disons qu'ils Bah, sont face à des voilà, nations disons aussi qu'on tombe qui sur des luttent depuis nations toujours. très fortes en lutte. Ils luttent à l'école. Donc, Et on constate que prendre 1 ou 2 points sur un tirage de garde, c'est très difficile à remonter après. bah, surtout quand le mec est un bon lutteur, justement, et qu'il a une Très stabilité. stable, très puissant. Voilà. Donc oui, c'est important. Très important. Et justement, trop négligé. Alors pareil, faut pas faire que ça. Faut pas faire un. Voilà, faut pas devenir un lutteur. C'est ça. C'est ça le truc. Ouais. Faut pas faire que ça. Faut pas avoir un créneau que de lutte ou que de judo, mais Je l'incorporer. pense qu'il faut connaître les bases. Ça, c'est évident. Faut trouver les attaques qui nous correspondent. Ouais. Pas forcément s'éterniser sur 10 000 attaques, parce qu'on n'est pas... C'est pas notre sport. Non, le but c'est d'amener la personne au sol. Donc Voilà. 2-3 attaques suffisent. 2-3 attaques qui nous correspondent. Tu regardes la plupart des grands champions, ils n'ont pas 1000 amenés. Hein. Non. Ils en ont 1 ou 2 qui maîtrisent à la perfection. C'est ça. Sauf des mecs qui viennent vraiment du judo ou de la lutte. D'ailleurs, on voit que, sorti de toute considération de règlement, plus on monte dans les poids, et plus les mecs se sont mis à faire du judo ou de la lutte. Ouais. Parce qu'ils veulent plus. Parce que le temps, ils veulent pas se retrouver. Bah oui. Alors ça fait des combats dégueulasses parce que ça reste debout. Mais de toute façon, on sait que voilà. Au niveau de la lutte, il y a single leg, double leg, arm drag. Pour moi, c'est les trois points qu'on retrouve. On retrouve quasiment que ça au niveau des amenés. Ouais. Donc, travailler autour de ça, c'est largement suffisant. Kenji qui fait des enfourchements. Oui, oui. Kataguruma là. Ouais, non, bah après voilà, c'est parce que aussi, il y a des gens qui font de la lutte et du judo. Disons que quand on est compétiteur, encore une fois. Il fait de la lutte, il a fait du MMA, il fait encore du MMA, je sais pas s'il en fait encore, mais je sais qu'il a fait du MMA. Je pense. Donc forcément, il a travaillé sa lutte aussi depuis un moment. Oui. Non, et puis il fait de la lutte, très régulièrement. Et je pense que voilà, si on veut avoir des prétentions de compétiteur pro, tout comme on doit mettre une session drill, une session prépa physique, une ou plusieurs, bah c'est pas inintéressant aussi d'aller mettre des sessions debout, quoi. Ouais. Judo ou lutte en fonction de ce qu'on veut travailler, ou les deux. C'est important. C'est important. Après, encore, ça prend plus d'importance selon le style qu'on a aussi. Quand on est un passeur, il faut savoir amener. Oui. Si t'es un passeur et que tu sais pas amener, quel intérêt? C'est ça. Si t'aimes travailler en dessous, ça prend moins d'importance. Il faut quand même, pour savoir contrer, etc. Ouais. Mais ça prend moins d'importance. Si tu veux passer une garde, si t'es bon dans le passage de garde, il faut amener. Et que tu sais pas amener, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que tu tires, que tu renverses, que tu... mais passer, si t'es... Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ou alors faut attendre faut être dans l'espoir que le mec tire la garde avant toi. Si t'es un passeur. Aussi, ouais. Tu vois, ou en fait, tu vas être sur le contre. Tu vas te dire, je vais sprawler quand il va rentrer pour être au-dessus. Ah, mais pour ça, c'est qui tout double. Quand même travailler sa lutte parce que un bon sprawl efficace, c'est même plus dur que d'amener au sol. Hein. C'est compliqué. Donc, faut travailler sa lutte. Ouais. Donc, effectivement, c'est important, il fallait en parler. Judo en fonction de JJB. Si on fait du JJB. Après, la lutte en JJB peut fonctionner aussi. Maintenant, il faut juste rajouter les grippes. C'est ça. Parce que lutter, quand on a l'habitude de lutter en nogi et qu'on met une veste, et que le mec change tout, que le mec tient, ouais. Bien sûr. Ne serait-ce que tient une manche et tout ça, c'est beaucoup moins fluide. C'est clair. Attention à ça. Vous pouvez mettre des techniques de lutte, mais c'est beaucoup plus compliqué. Faut gérer le grip. Faire sauter les grippes. Faire sauter les grippes, ouais. Et ça, il n'y a pas mieux que les judokas pour ça. Ou les samboïstes. Samboïstes aussi sont Sambo, c'est pas mal aussi, ouais. Sambo, c'est peut-être même plus adapté, parce qu'ils ont la lutte... ils peuvent partir dans les jambes. Ouais, ils ont la lutte et le judo associés. Le sambo, ça peut être adapté. Faut-il trouver un bon club? Ouais. C'est plus dur que de trouver des bons clubs de judo ou de lutte. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc, on a vu tous les points Tous les points, tout est bon. Ah oui, tout est bon à faire. À vous de... Selon nos objectifs. C'est ça. Le rythme d'entraînement qu'on a. Selon notre ressenti aussi, c'est important. Hein. Parce que là, on donne nos points de vue. Ouais. Mais il y en a qui vont adorer driller, ça va leur apporter énormément.
Quand d'autres... Rien n'est nul, en fait. Tout dépend de la personne. Ouais, c'est clair. J'ai la dalle. Ah, mon ventre crie famine. Je suis pas sûr qu'il se soit entendu au micro, mais je confirme. Donc, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc tout est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des précisions à nous apporter ou des retours d'expérience, vous, sur ce que vous faites, Ouais. ce qui marche pour vous ou ce qui ne marche pas pour vous, n'hésitez pas en commentaire aussi à nous le faire encore une fois, savoir. nous le faire savoir. Donc c'était très bien. Pareil, comme Bertrand, si jamais vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas. On s'était dit avant de démarrer, comme d'habitude, que celui-ci serait peut-être pas très long, mais j'ai l'impression qu'il est quand même long. De toute façon, pour ce 10e épisode, on pouvait pas faire 10 minutes de podcast, c'est pas Attends, possible. c'est pas Il possible. fallait le fêter. C'est dommage, j'ai pas ramené des trucs de quoi faire de la musique ou quoi que ce soit, mais bon, c'est pas grave. On a quand même, voilà, atteint ces 10 épisodes. C'est pas mal. On arrive bientôt à la fin de cette première saison. Parce que voilà, on arrive à la fin de la saison sportive. Donc on verra, on va essayer de vous préparer encore quelques sujets d'ici la fin du mois de juin. Ouais. Mais je pense qu'après, sur les vacances juillet et août, ça va être compliqué Ça va être repos. de continuer. Voilà, repos. Il va falloir qu'on réfléchisse à notre avenir. On peut pas se quitter sans faire un big up à Mansour Barnaoui, qui vient de remporter son tournoi au $1 000 000. Ouais, Donc, au Road FC. Au Road FC, voilà, une organisation coréenne. Voilà, félicitations à lui. Grosse performance sur tout le tournoi. Ouais, grosse performance sur le tournoi. Le tournoi était beaucoup plus dur que sa finale. La finale, c'était un peu une formalité pour lui. Et ça, on le savait dès le début, que le plus dur, ça serait d'arriver et de gagner la finale. D'ailleurs, son adversaire le plus compliqué, c'était sa finale avec le cousin de Khabib Nurmagomedov, qui s'appelle Je sais plus. Azukov ou un truc, Mazukov, un truc dans le Je sais plus. je Qui met KO avec dernier round, je crois. Ouais, dernier round, magnifique coup de genou, magnifique. ouais, après l'avoir renversé au sol, etc. Plusieurs fois. Magnifique. Après, le mec est très fort en lutte, il l'a amené de nombreuses fois. Le mec est très fort en lutte et très fort au sol aussi. Ouais, très fort, C'est très la fort même dans tout, école parce que que- même en boxe, hein, Bien sûr, non, les premiers low kicks, Très solide ah ouais, combattant. il était très C'était un très des solide. favoris du tournoi, si ce n'est le favori. Ouais. Et magnifique. Donc, magnifique performance. Hâte Bravo. de voir la suite. Ouais. Hâte de voir la suite. Combattant humble. Voilà. Ça, c'est Discret. discret. Qui, Vraiment quand- méritant. Quand Franchement, on je pense l'écoute, que- on a l'impression en plus qu'il s'intéresse pas du tout à la discipline. Mais grave. C'est fou. C'est-à-dire que le mec, il est là, il est Il est là pour se battre. voilà, il aime ça, il aime rentrer dans une cage, il aime se battre et ça se ressent et il est très fort techniquement. C'est le mec qui est né pour ça. T'as l'impression Donc, que c'est instinctif en fait. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Partir avec $1 million, ça permet de gérer une carrière aussi beaucoup Mais plus, grave. Surtout quand on plus sait qu'en facilement. France, il n'y a pas de revenus par rapport au MMA, il n'y a pas Ouais. d'aide. Ouais, ça va lui permettre de. Je pense que pouvoir ça va se- lui permettre de prendre encore plus de niveau. Parce qu'il va vraiment pouvoir se concentrer sur sa carrière finalement. Là, il a de l'argent de côté. Ouais. Donc maintenant, il peut Bien vraiment. investi, hein, tu peux vraiment te faire un revenu régulier qui. Ça va lui permettre aussi de négocier. On sait que l'objectif c'est l'UFC hein, Ouais, pour à tous terme. les combattants. Hein. Parce que je crois qu'il doit défendre sa ceinture une ou deux fois. Alors il me semble qu'il est en contrat jusqu'en 2020. Si je dis pas n'importe quoi. Ouais. Il me semble avoir entendu ça. Donc 2020 ça arrive. Hein. Oui, Donc peut-être une défense et. Et après l'UFC. C'était très drôle d'ailleurs cette finale. Hein. Les face-to-face, c'était magnifique. Ouais. Le mec, tu voyais qu'il y croyait pas du tout. Il était là en train de lui mettre la pression. Il essayait de se convaincre. Mais lui-même savait les deux fois, et franchement, on aurait dit le grand de la C'était- cité avec le petit. c'était ridicule. La première fois, il lui a C'est ça. poussé la tête, genre vas-y dégage. Après, Et la deuxième fois, il l'a attrapé, il lui a dit tu veux te coller? Vas-y, y a pas de souci. Il l'a attrapé et il a retourné la situation, mais d'une manière magnifique. Il craint pas, on le voit, il sourit, il s'en foutait, il savait déjà que ça allait être une formalité. Il n'a même pas étudié son combattant, j'ai l'impression. Quand je l'entendais, il savait même pas son palmarès. Il était là, je sais pas combien de victoires, je sais pas combien de défaites, de toute façon, je vais le fumer. Donc là, on voyait que le mec, il était juste là pour faire le show, et le show, il l'a pas fait bien longtemps. Ça, c'est sûr. C'est clair. Mais en tout cas, ouais, Magnifique performance. hâte de suivre la suite de cette carrière. Bon, nous, on le suit depuis toujours, hein, de toute façon, depuis Hatch. Hein. Ça fait longtemps qu'on le voit tourner.
Et donc ouais, hâte de voir la suite, hâte de le voir sur encore une plus grosse organisation. C'est déjà une grosse Non, organisation. mais le mec, il a la ceinture mais du Bama, voilà, la contre ceinture du le M1 top mondial. et la ceinture du Road FC. Bon, maintenant, il faut soit le Bellator, soit le... Non, il disait, j'ai vu après là, soit le One FC, soit l'UFC. Donc, parce que dans les deux, même si je pense que quand même à l'UFC... Disons qu'à l'UFC, il aura les meilleurs combattants. C'est ça. Je pense que on est quasi unanime sur ça. Il aura peut-être pas forcément la meilleure offre financière. Ouais. Donc il y a un choix à faire. Même si on voit que les combattants de l'UFC qui passent au One FC ne performent pas forcément. Ne performe pas forcément, oui. Ouais. Ouais. Bah après, c'est un peu différent. Les catégories de points ne sont pas les mêmes. Ouais, et puis peut-être le format. Je sais plus, je voyais quelque part. Et le One FC, c'est un peu du n'importe quoi. Ouais, enfin, c'est une très belle orga, hein. Mais un coup c'est en cage, un coup c'est en ring. Voilà, un c'est coup, ça que le règlement il passe de ça. C'est ça que j'avais entendu. Donc ouais, c'est déstabilisant. Mais c'est vrai que l'UFC, de toute façon, je pense que là, il a très clairement dit, son objectif, c'est de combattre contre Nurma. Et voilà, je lui souhaite de pouvoir accéder à ce combat. Je lui souhaite que Nurma conserve sa ceinture assez longtemps pour le temps qu'il arrive à l'UFC et qu'il puisse l'affronter. Donc, puis je vois déjà le teasing de l'UFC. Il vient venger son cousin. Nurmagomedov vient venger son cousin. Ouais, c'est vendeur. Hein. Ah, c'est vendeur, ouais. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, bon choix de carrière. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, félicitations à lui. Encore une fois, c'était vraiment top. Bravo. De le voir survoler ce tournoi. Maintenant, on va le voir aussi là, combattre contre Cavacante. Là, oui, aux Europes de Luta Livre de Nicolas Régnier qui organise ça. Ouais, ça j'ai hâte de voir ça parce que ça va être quand même une discipline qui est complètement différente. Ouais, mais c'est un sacré grappleur, Mansour. Hein. Ouais. Il n'a pas un style orthodoxe. Hein. Ouais. Mais ce qu'il fait, il a une manière de prendre le dos. D'ailleurs, il a étranglé quasiment tout le monde dans le dos. Ouais. C'est ouf en fait. Il a une force. Il a une manière de se placer. Ouais, il attaque des étranglements qui viennent de nulle part. C'est impressionnant. Donc ouais, et puis des renversements aussi. Renversements non conventionnels. Ouais. Donc il a renversé quasiment tout le monde. Je l'avais déjà vu ce renversement. D'ailleurs c'est marrant parce que je l'ai vu sur une vidéo de Danaher, ce renversement. Mais il est très 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 efficace et il le fait très très bien. Donc hâte de voir ça aussi. Hâte de suivre la suite de sa carrière. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. De la question du jour. Je pense aussi. Hâte de voir vos retours. Souvenez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, de liker, de commenter, de mettre la petite cloche de notification. Ça c'est important pour recevoir aussi, pour recevoir les vidéos. Exactement, pour les avoir en avant-première. Donc voilà, et puis. On vous dit à la prochaine. Suite au prochain épisode. On va chercher le futur sujet. Ouais. C'est pas toujours évident. Pas toujours, non, pas toujours. Bon, il nous reste juste à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Salut.